Yo tout le monde, ici Juju tout seul et aujourd'hui nous continuons notre rétrospective de Smallville. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas, avec les saisons 7 et 8 que j'ai donc enchaînées depuis la précédente vidéo. Donc bien sûr, je vous recommanderais de regarder mon avis sur les saisons 1 à 6 dans les deux vidéos qui ont précédé celle-ci bien sûr. Mais du coup on est en full spoiler également. Et tout ça pour préciser que j'avais plutôt bien aimé les saisons 5 et 6, la 4 pour moi c'est la pire de la série. Et pour du coup ces saisons 7 et 8, je vais peut-être surprendre pas mal de monde, mais j'ai plutôt apprécié ces saisons 7 à 8, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le prime de la série quoi. De saison 5 à saison 8, globalement j'ai apprécié. Il y a des épisodes que j'ai pas du tout aimé, des fillers pas très intéressants, mais étonnamment, surtout la saison 8, on va parler, ça va être très intéressant de parler de la saison 8 parce que je pense que j'ai un avis qui diffère pas mal de beaucoup de monde. Pour qui, pour beaucoup la saison 8 c'était la décadence de Smallville bien sûr. Mais déjà la saison 7, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, c'est qu'il y a très peu de fillers de façon générale, et en général ce sont des fillers qui sont pas toujours inintéressants. Ce sont souvent des fillers qui vont faire développer les personnages, faire développer des aspects, et des fillers qui vont peut-être aussi revenir dans d'autres saisons, genre des vilains qui reviennent dans d'autres saisons après. Donc ces fillers qui sont pas inutiles au final parce qu'ils vont avoir des répercussions sur la suite pour certains. Bon, il y a quelques fillers inutiles, mais ce qui était bien avec cette saison 7 notamment, c'est qu'on avait on avait plutôt des longs arcs, plus que une intrigue globale et des fillers éparpillés dans l'intrigue. C'est que par exemple, on avait terminé la saison 6 sur l'inclusion de Bizarro, on reprend cette saison 7 sur le personnage de Bizarro, qui ensuite va revenir plus tard en épisode 10, où là on va conclure son arc. Donc c'est un personnage qui dure pas mal de temps quand même dans cette saison 7. Donc une invention de Bizarro qui est assez rigolote, parce que du coup il a le code couleur inversé des vêtements de Clark, et donc j'ai bien aimé le fait que lui aussi soit amoureux de Lana, parce qu'il a ses émotions qui sont empruntées sur celles de Clark. Donc le Bizarro, bon, c'est pas le Bizarro high budget de fou qu'on kifferait avoir, mais je trouvais que l'arc avec Bizarro était pas inintéressant par rapport au budget qu'ils avaient et à ce qu'ils ont essayé de faire avec Bizarro. Après bien sûr c'est Smallville, ils ont pas le budget pour faire des grosses scènes d'action. En général Smallville, les scènes d'action c'est une patate, l'autre il se relève, une deuxième patate, l'autre il est fatigué, la troisième, ah bah j'ai une kryptonite, je suis par terre, fin, tu vois. En général, donc les scènes d'action c'est pas incroyable, mais l'arc fonctionnait plutôt bien. Et puis une chose que j'aimerais mentionner aussi sur cette saison, c'est que je trouve que les qualités de réalisation se ressentent de plus en plus, et que la série est toujours aussi belle visuellement, c'est que quand on est sur quelque chose de pellicule, bah tu ressens encore plus les jeux d'ombre, la pellicule, les couleurs qui pop, comme j'ai dit le manoir de Lex très violet, la ferme des Kent très orangée dans les reflets des visages, donc la série est toujours aussi colorée, c'est toujours aussi cool. Sauf que là la qualité de la caméra est meilleure que durant la première saison, c'est que comme on est en 2009-2010, bah la qualité visuelle est meilleure de base, donc je trouve que la série est encore plus jolie qu'avant visuellement de base, parce qu'il y a quand même eu 8 saisons, et c'est quand même passé 8 ans entre chaque saison quoi, donc c'est y ça, et je trouve que la qualité des effets spéciaux ont énormément évolué depuis la première saison. Je trouve que la qualité des effets spéciaux est assez impressionnante pour l'époque, c'est que là en plus ils se permettent de faire quand même pas mal de plans d'effets spéciaux sur des saisons de plus de 20 épisodes quoi, donc notamment je pense qu'ils adorent faire des plans magnifiques avec la pleine lune, où la lune a une taille disproportionnée, ce qui fait très comique dans les images. Ils adorent faire des plans CGI de Luthor Corp, du DI Planet aussi avec le globe, ils adorent faire des plans du globe, et des fois des plans CGI différents, pas toujours les mêmes qui recyclent, toujours. Et puis quasiment chaque épisode a sa séquence en mode slow motion à la Matrix, où tu as Clark qui se déplace en ralenti pour sauver quelqu'un d'une situation qui se déroule au ralenti en face de lui. Du coup tu as la caméra qui fait des travelling, qui pivote de façon circulaire, donc on joue avec les effets spéciaux qui passent à travers lui qui passe à travers des effets visuels, etc. Des éléments qui créent vraiment des effets de perspective, et je trouve que les effets spéciaux ont vraiment gagné en qualité avec ces saisons 7 et 8, où là je trouve que je les trouve vraiment très très quali. En tout cas je trouve ça personnellement plus impressionnant que les séries qui succéderont à Smallville de chez DC, que sont notamment de Flash par exemple. Donc je trouve que les effets spéciaux c'est un gros plus pour moi dans ces dernières saisons là, on sent que la qualité a augmenté pour cette saison 7 notamment, donc il y avait ça qui était intéressant. Puis t'avais eu un autre arc qui s'est déroulé sur plusieurs épisodes qui n'était pas inintéressant, c'était celui sur le nouveau patron du Daily Planet, l'éditeur en chef Grant Gabriel, ce qui m'a beaucoup fait rire parce que l'acteur qui joue Grant Gabriel, je crois que c'est Michael Cassidy il s'appelle, il avait joué le fameux Jimmy Olsen de Batman contre Superman. Donc le fait qu'il joue un journaliste du Daily Planet avec Lois et Jimmy, et ensuite tu le vois bosser pour une autre Lois dans Batman contre Superman, même si on sait pas vraiment si c'est le vrai Jimmy, parce que c'était un peu du bullshit ce Jimmy Olsen. Donc je trouve ça rigolo du coup que le mec ait joué 2 fois dans l'univers du Daily Planet, dans 2 univers différents de Superman, ça c'est assez rigolo. Mais son arc à lui était pas inintéressant. Je crois que l'acteur avait plutôt du charisme, il avait une bonne relation avec Lois, où les deux se taclaient, et au bout d'un moment il y avait une romance qui était en train de se créer. Je crois que c'était pas inintéressant, et puis encore une fois ça décalait d'autant plus la romance potentielle avec Clark et Lois, bien sûr, ça on le fait tout le temps.
Jusqu'au moment où on apprend qu'au final, bah, ce mec-là, c'est un clone du frère de Lex Luthor qui est devenu tellement mégalomane qu'il est un peu parti en mode, vas-y, je suis comme Frankenstein, je vais créer un clone de mon frère, ressusciter le seul être que j'aimais véritablement dans ma vie. Et donc, c'est un twist qui m'avait complètement pris de court et que je trouvais très très intéressant. Et ça s'était enchaîné sur un épisode de Noël où tu avais une version plus âgée de ce clone-là qui était en train de prendre en otage, je crois, la tour Luthor Corp durant la période de Noël. Et c'était un épisode un peu style Die Hard, où tu avais Jimmy et Chloé qui étaient enfermés dans un ascenseur, il avait un petit côté comique et tout, jusqu'au twist où tu vois qu'en fait c'est un clown qui vieillit plus vite de Julian Luthor. Et puis ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, à tout le dire de Lionel, qui voit plus juste le clone de Julian comme son fils que son vrai fils qu'est Lex. Donc il y a aussi ça qui est intéressant. Je crois que cet arc-là aussi fonctionnait très très bien pour déconstruire d'autant plus la relation entre Lex et Lionel, qui va bien sûr se conclure dans cette saison 7 aussi. Il y a bien sûr notamment l'introduction de Supergirl de Kara Zor-El, du coup, qui a une bonne introduction. Là aussi, on voit bien à quel point les effets spéciaux ont été évolués, parce qu'il y a beaucoup de scènes de vol avec elle, parce qu'elle vole déjà, contrairement à Clark, qui va pas voler avant la putain de saison 10. Donc ça aussi, ça commence à... Voilà. Mais je me demande si la dernière scène de la série, c'est pas la seule scène où il vole vraiment. J'ai l'impression que ce sera ça. Donc quand il y aura le costume, mais bon, on en reparlera plus tard. Bon, Kara... Je suis mitigé, c'est que je trouve que le truc c'est que Kara on l'iconise un peu, on te l'interprète un peu comme une enfant. C'est une enfant qui arrive sur Terre, qui joue avec ses jouets, qui est un petit peu paumée, qui comprend pas trop les humains, qui parfois les prend de haut parce que elle vient d'une race supérieure. Donc c'est rigolo parce que t'as Clark qui doit un peu devenir une figure paternelle pour elle, parce qu'elle peut dépasser les bornes, et donc lui il a vécu un peu tout ce qu'elle a vécu, mais en version plus latente. Donc elle essaie de lui faire apprendre à aimer le monde, à aimer Smallville, etc. Et à la fois tu la traites comme une enfant, et à la fois je trouve pas que l'actrice joue super bien. Je trouve que l'actrice des fois a des moments assez kitsch dans son interprétation. Après Tom Welling par exemple, bon Tom Welling je trouve qu'il s'améliore un petit peu quand même dans ces saisons là, je trouve qu'il joue un peu mieux, on lui fait jouer plus de facettes et il fait un peu plus d'efforts, mais Tom Welling reste quand même très les réactions de Tom Welling grosso modo ça c'est le jeu de Tom Welling en gros. Donc Tom Welling il joue pas très bien, mais je trouve que je trouve ça rigolo, ça rend son alchimie avec Lois, avec Kara assez comique, mais en vrai il est pas très bon acteur. C'est quand même dommage que la série sur Superman, le moins bon acteur c'est le mec qui joue le futur Superman quoi, donc bon, donc ça c'est marrant quand même. Et puis bien sûr comme on est encore sur les années 2000, on la sexualise avec des vêtements, des vêtements qui la couvrent assez peu. Bon, bien sûr que le code couleur de Supergirl, rouge et bleu, mais elle est sexualisée, elle est très peu habillée très souvent parce que c'est une série des années 2000. Alors que tu l'iconises comme une gamine, entre guillemets, donc c'est giga perturbant et ça va dans des bails assez bizarres. Bon, bien sûr, ils ont voulu faire le triangle amoureux parce que, bon, la relation Chloé-Jimmy casse un peu les cacahuètes. Hein. Ouais, c'est vrai que ça s'étend souvent ouais, on se met ensemble, ouais, mais toi tu t'en fous de moi, mais ouais, mais toi t'es trop obsédé par le mec flou qui court vite, pourquoi moi je suis toujours sur le côté, machin. Et du coup, à un moment donné, ça crée un triangle amoureux avec Jimmy qui va avoir un béguin pour Kara Zor-El. Bon, ce qui est un truc qui arrive aussi dans les comics, hein, Kara et Jimmy qui ont un petit crush. Bon, ça dure pas trop longtemps, mais bon, ça crée un petit triangle amoureux qui était pas dingo non plus. Et tu avais aussi une intrigue qui était plutôt cool, gouvernementale, où tu as le gouvernement qui commençait à s'intéresser du coup à Kara et au cristal que Kara a ramené avec elle, il me semble, parce que je sais qu'il y a tout un lien avec un cristal que Kara avait récupéré parce que c'était plus ou moins une bombe nucléaire qui pourrait détruire la Terre et tout. Ouais, c'était le cristal de son vaisseau, je m'en souviens. Et c'était aussi intéressant parce que t'avais Lex Luthor qui devait se confronter au gouvernement, ça c'était intéressant, et puis l'acteur qui jouait le mec du gouvernement, c'est l'excellent Kim Coates, qui est surtout connu pour Sons of Anarchy, mais qui est un putain d'acteur, le mec a joué dans plein de trucs, et j'étais content de le voir en tant que méchant dans 3 épisodes à peu près. Donc là aussi on était sur un arc qui avait duré un petit peu de temps, et bien sûr, plus tard, on a bien sûr eu l'inclusion de Brainiac, qui s'est ajouté dans l'intrigue bien sûr, notamment, et il y avait aussi ce truc là que j'avais trouvé intéressant et qui m'avait fait bien rire, bon, et qui était cramé à 10 km, c'est que bien sûr du coup on a le retour de Zor-El, du coup le père de Kara, et dès que tu vois l'acteur, tu sais que c'est un méchant. C'est ça, c'est que l'acteur, c'est l'acteur que tu prends toujours pour jouer des méchants. Il jouait déjà un méchant dans Peacemaker, il jouait un général connard dans la série Monarch. Ce mec-là joue que des méchants, donc évidemment quand tu vois la scène, d'ailleurs c'est cool de voir pour la première fois de façon claire et nette un flashback de Krypton dans la série Smallville, où ils ont pu, même là on sent quand même le budget, ils ont quand même bien reproduit le décor un peu à la Richard Donner, en mode cristal, le design des personnages, etc. Donc voir des flashbacks de Krypton, c'était assez intéressant, où tu vois du coup Zor-El qui est jaloux de Jor-El et qui veut épouser Lara Zor-El, Lara L, du coup, la femme de Lara Lorvan, la femme de Jor-El et tout. Et donc, je comprends que c'est un méchant. Et donc, t'as le cristal qui va plus ou moins les ressusciter les deux. Et du coup, c'est plutôt cool parce que je crois que c'est Ellen Slater, du coup, qui joue Lara, donc la mère de Clark. Donc, Ellen Slater, qui était la précédente interprète de Supergirl dans le fameux film des années 80. Donc, la boucle bouclée, c'est plutôt cool. Et donc, oui, Ellen Slater, c'était cool de la voir en tant que Lara, de voir Clark parler avec sa mère vite fait. Et donc, de voir que Zor-El, du coup, on te fait un peu le twist. Parce que du coup, Jor-El, durant tout Smallville, on te fait croire que Jor-El, c'est peut-être un dictateur. Et en fait,
fait non, on te dit que non, l'histoire avait tout déformé, en fait c'était Zod le dictateur, et en fait on te montre quand même que son frère, lui c'était un connard, c'est Jor-El c'était un mec bien quand même, mais Zor-El, attention, c'est un connard quand même, lui il veut violer Lara, il s'en fout de sa fille, il est presque prêt à tuer sa fille pour ressusciter Krypton, etc. Donc moi, ça m'a un peu rappelé encore une fois le Superman de James Gunn avec le Jor-El dictateur, etc. Mais du coup j'ai trouvé cet arc-là intéressant et ça marchait assez bien sur Kara qui accepte sa famille humaine avec Clark plutôt que sa famille kryptonienne qui l'exploite entre guillemets. Et tout ça du coup va aussi mener à un arc qui était plutôt cool avec Brainiac, du coup le retour de l'excellent James Marsders, qui est vraiment trop fort en Brainiac. C'est un Brainiac humain certes, mais l'acteur a tellement de charisme que je trouve que son Brainiac fonctionne quand même très très bien. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de voir du coup Brainiac qui veut essayer de ressusciter Zod en se servant du coup de Kara. Et donc on fait cette relation entre Kara et Brainiac qui est aussi quelque chose qu'on voit souvent dans les comics ou même dans le dessin animé par exemple Adventures with Superman. C'est une chose qu'on aime bien exploiter, cette relation là entre Kara et Brainiac, et donc ça marchait assez bien aussi. Donc il y avait ces arcs là où du coup tu vois que Brainiac est moins puissant, qu'il essaye de s'allier à Bizarro, puis à un moment donné on croit qu'on a battu Brainiac et en fait non, Brainiac se fait passer pour Kara et à la fin du coup Clark bat enfin définitivement Brainiac, etc. Donc il y avait tout ça qui était assez intéressant avec Brainiac. C'était cool de l'avoir en tant que méchant secondaire de cette saison. Donc Brainiac, excellent vilain, et James Marsders, c'est toujours un plaisir de le voir dans ce rôle-là. Et puis bien sûr l'arc le plus important de cette saison, c'est bien sûr l'arc sur Lex Luthor. Lex Luthor qui va définitivement acheminer son trajet dans les enfers, dans les limbes on va dire, et passer définitivement du côté obscur. C'est dans cette saison, il va définitivement vouloir s'émanciper de son père et découvrir ce que son père lui a caché depuis le début de sa jeunesse et pourquoi son père l'a autant ignoré pour une cause qui était entre guillemets plus grande que lui, quoi. Et du coup c'est là qu'on a la rivalité entre Lex et Lionel qui va se développer, c'est que Lex du coup va passer du côté obscur, là où Lionel du coup va se faire kidnapper par Lana en début de saison, hein, avec une partie d'épisode qui faisait très Misery, le film Misery avec James Caan. Donc il y avait ça qui était très bizarre, mais oui, Lana aussi c'est très bizarre son arc. C'est que Lana du coup, en vrai j'aime bien le fait qu'on te montre qu'elle a quand même été très influencée par Alex, et du coup maintenant Lana elle est prête à prendre Lionel en otage. Il y a une femme qui meurt à cause d'elle, à cause du fait qu'elle ait pris Lionel en otage. Tu as un épisode qui était un petit peu n'importe nawak mais qui était intéressant moralement sur Lana qui chope les pouvoirs de Clark, et du coup on va voir comment Lana elle va s'en servir pour causer le mal entre guillemets, pour essayer de tuer Lex, du coup en se servant de ses pouvoirs là. Donc il y avait cette rivalité là qui était intéressante. Donc on voit à quel point Lana du coup part un peu du côté obscur aussi. Bon, il y avait tout le délire. Bon, du coup, il y avait tout le délire où elle s'était fait passer pour morte, et donc là, on confirme qu'elle est pas morte et qu'il y avait un délire de clonage. Et bon, les bails bizarres habituels, on connaît Smallville, hein, il faut bien justifier des choses. Après c'était très marrant. Du coup, ils ont fait tout un délire scénaristique où Lana est contrôlée par Brainiac. Et du coup, pendant 4 épisodes, on voit plus Lana parce que Christian Krug était en train de shooter le film Street Fighter. Du coup, ça c'était assez rigolo parce que du coup, je trouve ça marrant que du coup, Lana, elle quitte la saison en faisant un enregistrement vidéo sur une télévision. Donc Lana elle était mindfuck par Brainiac durant toute la série, durant toute la fin de saison, on la voit plus, et la dernière fois qu'on la voit c'est elle qui se fait un enregistrement télévisé, quoi. Moi ouais Clark je t'aime mais je dois partir parce que je suis nocif pour toi et tout, donc ça aussi c'était un délire mais c'est rigolo sur le moment. Après il y avait quoi comme épisode? Il y avait des fillers bien sûr. Bon il y avait un filler assez nul en mode Miss France, Miss Smallville, où t'avais des meufs qui ont des pouvoirs qui veulent devenir la Miss de la ville de Smallville, et t'as Kara qui essaie de rivaliser contre elle, et à la fin Kara devient la Miss de Smallville. Bon ça c'est dire un peu kitsch, où ça fait 2 épisodes que Kara elle est à Smallville et c'est bon, elle est déjà en train de faire des compétitions de Miss Smallville. Bon ça c'était super kitsch, et ça pour le coup c'était inutile en tant que filler. Il y avait un filler qui était plutôt intéressant avec le Dean Cain, du coup Dean Cain qui était l'interprète de Superman de la série Lois et Clark, et qui là joue une pseudo-adaptation de Vandal Savage. Donc Vandal Savage, c'est donc là il s'appelle Curtis Knox. Vandal Savage qui est ce grand antagoniste de l'univers DC, qui est immortel et qui a donc vécu à travers tous les âges. Donc c'était cool de ramener Dean Cain, l'acteur le plus controversé qui a joué Superman de l'histoire, ce qui est très marrant parce que le mec c'est le seul acteur de couleur qui a joué Superman dans l'histoire, donc c'est le paradoxe qui m'a toujours fait rire avec Dean Cain. Mais l'épisode était plutôt cool de le voir collaborer avec Lex, de voir que le mec il a vécu à l'époque napoléonienne, etc. De faire un peu un bail à la Jacques l'Éventreur où le mec il éventre tous les gens qui ont la kryptonite ou je sais pas quoi pour essayer de ressusciter sa femme, donc il y a un petit côté Mr. Freeze un petit peu creepy. Bon, bien sûr en termes de combat il est nul à chier alors que le mec est immortel, donc pour moi il devrait connaître tous les skills de combat possibles, mais c'est pas grave. Donc ça c'était aussi intéressant dans le délire. Mais il y avait aussi un épisode qui était plutôt rigolo, parce que sur Warrior Angel, donc Warrior Angel qui est ce comics in-universe de Smallville, qui
bien sûr s'inspire beaucoup de Superman et des comics Superman. Donc ce comics qui est présent depuis la saison 1, c'est un comics que que Lex Luthor aime beaucoup, qui a inspiré plus ou moins Clark au fil des saisons. Et du coup c'est là aussi que tu vois comment ils ont quand même le budget dans cette saison 7, où du coup ils sont en train de tourner un film Warrior Angel à Smallville, et du coup tu as l'actrice Christiane Milian, qui est une actrice chanteuse qui est plutôt connue quand même, qu'ils ont pu engager pour cet épisode, où on pense que Clark et elle sont amoureux, etc. Mais du coup, t'as quelqu'un qui est jaloux, qui veut essayer de faire saboter le truc. Bon, l'épisode n'était pas dingo, mais juste le faire de voir un faux tournage dans Smallville de Warrior Angel, qui est cette figure de comics, qui est un peu une parodie de Superman, qui est présente depuis le début de la série. C'était plutôt cool de voir cette culmination-là de Warrior Angel, c'était plutôt rigolo. Donc il y avait ça qui était intéressant. Il y avait aussi l'épisode qui introduisait Black Canary, donc Black Canary qui était une mercenaire, du coup, qui avait été engagée par Lex Luthor pour essayer de dérober Oliver Queen et de diquer un peu la réputation de Oliver Queen. Donc c'est marrant parce qu'on connaît bien sûr le duo iconique entre Green Arrow et Black Canary, donc là on voit les deux en rivalité. Et du coup c'est assez cool parce que d'ailleurs c'est aussi un truc qui me manque beaucoup avec certaines adaptations de Lex Luthor, et qui est aussi un truc qu'on n'a pas tant que ça avec le personnage, c'est le fait que Lex Luthor, c'est aussi ça qui fait son pas avec Clark et Superman, c'est que Lex Luthor c'est un mec qui s'est forgé tout seul, qui est athlétique, qui sait se battre, qui est cool. Et là, voir une fight entre Lex Luthor, Green Arrow, Black Canary, où tu vois que Lex Luthor arrive quand même à tenir tête contre Green Arrow, c'était stylé, tu vois. Et limite, ça faisait la culmination de toutes les scènes où tu vois Lex Luthor faire de l'escrime, faire du sport durant toute la série, de voir que le mec a des skills et que le mec est quand même très bon au combat, et ça c'était assez cool. La scène d'action avec Lex Luthor qui est sur le point de se faire tuer par la flèche et Clark qui le sauve, ça marchait assez bien. Et puis la rivalité avec Lex et Oliver a toujours bien fonctionné. Mais du coup, c'était plutôt une bonne introduction de Black Canary, qui est donc la nouvelle héroïne DC, qui est donc introduite dans cette saison 7 aussi. Tu avais aussi l'épisode qui était super bizarre. C'est aussi ça qui est rigolo avec Smallville, c'est que Lex est le plus haut des connards, personne ne veut bosser avec lui, a priori là tout le monde sait que c'est un giga bad guy, entre guillemets, mais tu as comme des épisodes où le mec va team up avec Jimmy, va team up avec Chloé, va team up avec Lois. Donc c'est vrai que j'étais super surpris quand t'as cet épisode-là où t'as Lex et Lois qui team up ensemble, et puis boum, Lex se prend une balle dans la tête, et donc l'objectif c'est de sauver la vie de Lex, de battre le gars qui lui a tiré dessus, etc. Mais l'introspection était intéressante parce que c'était l'introspection qui confirmait définitivement sa chute dans le côté obscur, parce que du coup tu as Clark qui va rentrer dans la tête de Lex du coup, et qui va donc voir, on va voir Lex avec son costard blanc de président, donc c'est un peu l'identité qui symbolise le côté obscur total de Lex, qui va notamment, tu vois Clark qui va être durant tout l'épisode être aidé par l'enfant Lex, l'enfant qui se faisait tabasser par son père, qui a vécu la mort de sa mère, et qui était quelque part la part innocente, gentille de Lex, qui va aider Clark durant tout l'épisode. Et ensuite tu as cette séquence assez choquante, où tu as le Lex maléfique, qui va prendre le Lex enfant et le brûler dans le bûcher du manoir des Luthor. Et du coup métaphoriquement, c'est Lex qui est en train d'éliminer la dernière part d'humanité qui restait en lui, pour ne garder que le côté maléfique. Et donc je crois que cet épisode-là de vision, de visite psychologique marchait pour le coup assez bien du côté de Lex Luthor, donc il y avait ça qui marchait bien. Et il y a peut-être l'un des pires épisodes de la série, l'épisode où Pete Ross revient. Ça pour le coup c'était un filler qui était pas très intéressant, pas oufissime, où du coup tu as Pete qui a des pouvoirs d'élastique et qui veut tout faire pour démonter Lex, qui est complètement impulsif, qui pète un plomb, qui fait un peu le connard. Après c'est rigolo de voir Pete parce que Pete on l'a pas eu depuis 6 saisons, et depuis 6 saisons qu'il rencontre des personnages qui étaient pas là quand il était parti, et puis du coup il voit que quasiment tout le monde connaît l'identité de Clark maintenant, donc c'était assez rigolo de ce côté là. Mais c'est vrai que l'épisode était pas très bien écrit, c'était cool de voir Pete, mais bon Pete, ils aiment bien faire des trucs de con avec Pete quoi, c'est assez dommage, c'est son personnage n'aura pas eu la meilleure réputation pour finir sa carrière dans la série on va dire. Et puis il y avait tout ce délire de Veritas où là je pense que ça a dû retcon énormément d'éléments de la série. Je pense que la série voulait vraiment créer ce côté, on va vraiment faire la culmination des 7 saisons que vous avez vécues et vous montrer que tout était relié depuis le début, que énormément d'éléments des précédentes saisons étaient connectés à ce moment-là, cette saison 7. En gros. Et du coup, c'est Veritas, ce truc-là. C'est Veritas, du coup, on te dit qu'en fait, le personnage de Christopher Reeve, Virgil Swan, du coup, il y a sa fille qui débarque dans cet épisode-là, qui malheureusement va pas faire long feu parce qu'elle va se faire tuer à la fin par Alex ou Lionel, je sais plus. Mais du coup, tu as Virgil Swan, du coup, le personnage qui est incarné par Christopher Reeve. Tu as le père Tig, donc la famille Tig, donc la famille du personnage de Jensen Ackles de la saison 4 de Smallville. Tu as la famille Queen, donc la famille de Oliver Queen Green Arrow. Ils étaient tous ensemble en team-up avec Lionel Luthor, en train de créer une espèce de secte. Après, ça rappelle beaucoup les théories sur la secte des riches dans les années 60, etc., guerre froide, qui était quelque chose qui était très, très populaire à l'époque, bien sûr. Donc il y a un peu cette parodie-là dans ce truc-là de société secrète.
Mais du coup, on te dit là que tous ces personnages-là qui ne parlaient jamais de ces trucs-là, qui n'avaient quasiment aucun lien avec cet événement-là, bah en fait, tout ce qu'ils ont fait depuis le début, c'était pour se préparer à l'arrivée du voyageur, qui était donc Clark, quand il arrivait sur Terre. Et du coup, on te révèle qu'en fait, Lionel est allé à Smallville durant le pilote de la série, pour trouver le voyageur, parce qu'il savait que le voyageur allait arriver sur Terre. Et du coup, on était sur un bail de conspiration, où tout le monde voulait trouver le voyageur pour qu'il sauve l'humanité, etc. Et où Lionel, lui, a commencé à buter tout le monde, à faire buter les Tigres, à faire buter la famille, les parents de Oliver Queen, etc. À faire buter Virgil Swan. Et thématiquement parlant, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça te rappelle à quel point Lionel, dans les premières saisons de Smallville, c'était un immense connard, c'était vraiment le mal absolu, c'était vraiment un homme nocif. Et du coup, on te met en parallèle les conséquences de ce que Lionel a effectué par le passé sur le Lionel de maintenant, qui est beaucoup plus gentil, qui est plus ou moins dans une forme de rédemption, qui fait tout pour aider Clark à être le voyageur, qui essaye de le sauver, qui est l'émissaire de Jor-El, etc. Et donc ça le confronte à Lex Luthor, du coup Lex lui qui est en train de tomber dans le côté obscur où était Lionel avant, et donc voilà le parcours de ces deux personnages rentrer en totale opposition, tout en essayant de faire payer Lionel pour les trucs qu'il a commis avant sa rédemption. Donc on te rappelle à quel point Lionel n'est pas un homme forcément bon non plus. Donc il y avait ça qui était intéressant. Après le dire de Veritas, en vrai, ça n'a aucun putain de sens. Quand tu regardes le reste les saisons précédentes, ça n'a aucun sens, c'est du retcon de fou, ça a dû causer des tonnes d'incohérences. D'où tu te dis que la famille de Jensen Ackles faisait ce truc-là, déjà, pendant la saison 4 de Smallville, d'où tu te dis que Lionel et Swan, ils étaient potes, alors que Virgil, il était pas trop pote avec lui dans la saison 2 de Smallville, bref, plein de délires comme ça. Mais c'était très particulier, du coup on te dit que Lionel a tué les parents de Green Arrow, etc. Donc il y a eu ce truc de Veritas qui va accompagner tout le reste de la saison 7, donc c'est un arc qui est très important. Notamment tu as un épisode qui est très bizarre où du coup on découvre que le père de Jason Tigg, Edward Tigg, est vivant, et que le mec c'est plus ou moins un espèce de mec occulte, sectaire, qui dévoue un culte aux voyageurs et qui du coup va essayer de kidnapper Clark pour qu'il sauve l'humanité, mais il voit que Clark en fait il veut pas tuer Lex, donc il voit que Clark en fait il a plein de défauts, il a trop de compassion, donc il voit ça comme de l'hérésie, etc. Bon, l'acteur ressemble pas du tout à Jensen Ackles, pour jouer le père de Jensen Ackles. Ouais, c'était un épisode qui était un peu bizarre, on voit le mec il était un peu barré, etc. Et puis plus tard il se fera tuer du coup par Kara, qui était en fait Brainiac, du coup, qui se faisait passer pour Kara. Donc il y a ça qui était intéressant. Il y a bien sûr la mort de Lionel, qui est extrêmement surprenante, parce que du coup on est vraiment sur un chapitre qui est très tragique pour Lionel, parce que Lionel essaye de se faire pardonner, il essaye de trouver la rédemption, et tout le monde le rejette, Chloé le rejette, elle veut pas prendre la clé USB qu'il lui avait laissée, je crois que c'était un truc comme ça, ou le médaillon qu'il avait laissé à Chloé, tu as Clark qui se sent trahi par lui et qui le rejette aussi, et puis Lionel ensuite il se retrouve tout seul à la tour de Luthor Corp, et là, il se retrouve face à son fils qui est complètement dans le côté obscur, habillé en noir il me semble, et qui là se décide de tuer son père et de le pousser par la fenêtre, parce que son père ne va jamais lui dire le fameux secret qui a fait que pourquoi son père l'a abandonné durant toute sa jeunesse, c'est-à-dire l'identité de Clark Kent, du coup. Donc Lionel meurt pour protéger Clark, et du coup c'est une séquence iconique que j'avais déjà vue bien sûr, où du coup tu as Lionel qui tombe et tu vois dans son regard le côté presque satisfait de voir son fils devenir ce qu'il est devenu, mais en même temps triste de voir ce qu'il est devenu, et lui qui assume un peu sa mort dans ce regard presque assuré de lui qui tombe. Donc il y avait ça qui était intéressant, et du coup c'était très surprenant parce que du coup Lionel meurt en début d'épisode. C'est que du coup tout l'épisode tourne autour de sa mort, mais lui il meurt au début, donc il y avait un gros choc durant cet épisode là qui marchait assez bien. Du coup tu as tout le monde qui essaie de deviner qui avait tué Lionel, etc. Donc il y avait tout cet arc là qui était assez intéressant et qui du coup partait sur l'arc final de Lex Luthor, qui va du coup essayer de découvrir le secret que son père lui a caché, qu'il fallait aller dans une banque en Suisse pour retrouver le truc, et ensuite à un moment donné il va trouver le médaillon dans son manoir, et depuis le début c'était dans le manoir, et donc là il va découvrir le secret de Clark, et il va découvrir où se trouve la forteresse de solitude, où il va être aidé d'un archéologue, etc. Et tout ça du coup va nous mener, déjà il y avait un superbe épisode qui était situé sur une réalité parallèle, je sais plus comment ça marchait, mais en gros tu avais Clark qui était dans une réalité parallèle, où tu avais Lex Luthor qui était président des États-Unis, ce qui était quelque chose d'extrêmement cool. Encore une fois, c'est quand même dommage que la seule version de live action de Lex Luthor qu'on ait, qui soit président des États-Unis, c'est la version de Michael Rosenbaum. Mais à chaque fois ça me fait kiffer de voir en président des États-Unis, avec Brainiac, du coup Milton Fine en Premier ministre, et donc Brainiac en fait qui manipule Lex pour ses propres fins, et qui manipule Clark, et donc ça c'était intéressant de crossover l'arc Brainiac et l'arc Lex, avec ce côté présidentiel, où tu as Lois qui va bien sûr pour la première fois designer Clark de façon à ce qu'il soit le Clark Kent du Daily Planet, en le mettant en costard cravate, en lui mettant ses lunettes, et c'était intéressant de voir ce what if où là en fait Jonathan et Martha ont fait un véritable enfant qui est le Clark, qui est un Clark blond aux yeux bleus, qui est pas du tout le Clark qui est Tom Welling, et donc Chloé a un autre petit ami, etc. Donc c'était un what if qui était assez intéressant, qui marchait assez bien, surtout avec le côté président et donc l'arc Brainiac, et donc ça marchait assez bien. Tu avais un épisode aussi qui était assez gouvernemental, qui était plus ou moins un filler il me semble,
mais qui était assez cool sur Jimmy, du coup, en mode James Bond, c'est que Jimmy, il est en train de se faire arnaquer par le gouvernement, par le FBI, il me semble, qui essaye de le faire tomber, etc., de faire en sorte que lui, il leur donne des informations, etc. Et écoute, il y a cet épisode-là qui part un peu en mode James Bond avec Jimmy, du coup, qui est en train de faire des bails de missions, d'espionnage, etc., et ça marchait assez bien. C'est que Jimmy, en vrai, le personnage, il est moyen, c'est que je trouve que l'arc avec Chloé, souvent, est très chiant, très répétitif, et je trouve que le personnage manque un peu de personnalité, c'est que leur relation tourne beaucoup trop en rond. Mais dès que tu mets Jimmy en relation avec Lex, où c'était intéressant en vrai de voir, c'était cool de voir Lex c'était cool de voir Lex devenir le patron du Daily Planet et donc de voir Lex contrôler Lois et Jimmy. C'était cool aussi de voir des scènes entre Lois et Lex parce qu'ils ont pas beaucoup de scènes dans la série, Lois et Lex pour le coup. Et donc ça c'était intéressant de voir Lex du coup contrôler un peu l'univers de Clark. Puisque Clark, du coup, dans cette saison, il est pas loin d'intégrer le Daily Planet encore. Donc il y a ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que Jimmy, quand il interagit avec Lex, quand il interagit avec Lois, avec Lex et tout, ça fait plus comique, ça rappelle plus le Daily Planet, le côté plus aventure, journalisme, etc., plus téméraire. Alors que la partie avec Chloé, c'est souvent un peu moins intéressant. Et comme l'épisode qui était plutôt cool en noir et blanc qu'on a vu dans la saison précédente, je crois, bah là on te refait un épisode qui était plutôt cool avec Jimmy en mode James Bond qui marchait assez bien. Tout ça pour nous mener du coup à la fin de cette saison, du coup, avec Lex qui va se retrouver dans la forteresse de solitude, Brainiac qui est battu, et donc du coup Lex qui découvre l'identité de Clark, et donc la forteresse qui va tomber sur Lex et Clark, et du coup Michael Rosenbaum qui quitte la série, du coup. Donc cette saison c'est une grosse saison parce que c'est la saison où on est censé dire au revoir à Lana, à Lionel, à Lex et aux showrunners, du coup les showrunners qui ont créé la série qui du coup quittent la série dans cette saison 7 du coup. Et en vrai c'est très bizarre, c'est très dommage, c'est un peu bizarre. En vrai je me demande qu'est-ce qu'il y avait en tête quand ils savaient que Rosenbaum comptait quitter la série en saison 7 alors que eux savent complètement que Lex il faut pas qu'il meure, le gars il est censé devenir l'ennemi juré de Superman. Donc là on doit trouver un moyen de faire en sorte que l'acteur quitte la série tout en continuant la série Smallville, quoi. Donc tu dis, c'est vraiment un bordel, et je me demande, du coup, en saison 8, ils se sont quand même bien débrouillés, mais je me demande vraiment qu'est-ce qu'ils avaient en tête quand ils se sont dit, merde, Lex Luthor, Rosenbaum quitte la série, alors que Lex, il faut qu'il soit là jusqu'à la fin, le mec, c'est l'ennemi juré de Superman. Donc c'est vrai que c'est très frustrant. C'est frustrant parce que tu dis, putain, enfin Lex connaît l'identité de Clark, bon, avec tout ce qui se passe dans la série, tu dis, putain, il aurait dû le savoir bien plus tôt quand même, mais bon, enfin il connaît son identité, enfin ils ont une confrontation finale entre les deux, où il connaît son identité, et boum, la forteresse tombe sur eux, et voilà, on va plus revoir Rosenbaum, tu vois. Si tu dis, putain, enfin il connaît son identité, on pourrait avoir une saison de fou où il connaît son identité, et où on pourrait confronter les deux, etc., et malheureusement non, on l'aura pas parce que Rosenbaum quitte la série. Après, je comprends les acteurs, c'est que là, ils font 7 saisons d'une série qui tourne un peu en rond, donc je comprends que les acteurs aient envie de quitter la série, donc c'est pas vraiment contre eux, mais c'est vraiment juste en tant qu'arc, c'est frustrant, quoi. C'est que moi, quand je vois ça, je me dis, c'est trop cool et tout, mais je sais que c'est la dernière fois que je verrai Rosenbaum en Lex Luthor, quoi. Dernière fois, encore une fois, parce que je sais qu'on le reverra dans le final de la série, bien sûr. Mais à part ça, Lex, c'est terminé, quoi. C'est un peu frustrant, surtout qu'en plus, Lionel, là, il est en train d'acheminer sa transformation. Lionel est mort 5-6 épisodes avant. Et tu dis, merde, Lex, c'est déjà fini, en fait. Donc c'est un peu dommage. C'est comme Lana, mais Lana, c'est pas grave. Lana, elle tourne en rond, c'est pas grave que Lana s'en aille. Surtout que du coup, Christian Kroc va quand même revenir le temps de 4-5 épisodes en saison 8 pour conclure son personnage. Mais écoute, c'est vrai que je trouvais que cette saison 7 a été vraiment assez cool. Pour moi, saison 5, 6, 7, c'est vraiment le prime de la série. J'ai vraiment kiffé avec la saison 2 qui était bien aussi. Mais vraiment, là, ces saisons où tu vois Lex Luthor tomber dans le côté obscur jusqu'à cet acheminement, je trouve que ça marchait super bien. Et cette saison, de manière générale, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, beaucoup de longs arcs, beaucoup moins de fillers un peu chiants, des fillers en général plutôt cool. Et cette saison 8, c'est là que j'ai ma hot take. J'ai kiffé cette saison 8 et j'étais très inquiet parce que j'étais en mode putain, je vais me taper une saison où il n'y a plus Lana, Lana revient plus tard, il n'y a plus Michael Rosenbaum Lex Luthor, il n'y a plus Lionel, putain c'est l'enfer quoi. On perd les meilleurs éléments de la série, on perd les 3 L, tu vois. Donc moi j'étais inquiet quand j'ai démarré cette saison 8, et c'est vrai qu'au début il y a tout un processus d'adaptation, parce que tu démarres cette saison 8, et du coup tu as Tess Mercer à la place de Lex Luthor. Bon, le truc est super mal foutu, elle est clairement là pour remplacer Lex, parce qu'il faut rentabiliser le décor du manoir qu'il faut utiliser quand même. Bon, mais c'est super mal foutu bien sûr, parce que d'où Lex a eu le temps d'avoir sa padawan qui est Tess, et d'où Lex a interagi plein de fois avec Tess au point d'en faire d'elle sa successeur, tu vois. C'est que du coup on est sur une série qui a 20 épisodes par saison. Et tu me dis, on passe tellement de temps avec Lex Luthor par saison, tu me dis... On a complètement évité tout le temps d'écran qu'il est passé avec Tess. Tu me dis qu'en fait, pendant tout le temps d'écran qu'on a passé avec Lex pendant tous ces épisodes, derrière, en hors-champ, en fait, il a rencontré Tess, il en a fait sa successeur, il l'a préparé, c'était sa padawan et tout. C'est extrêmement tiré par les cheveux, mais admettons. Du coup, ça fait très bien de voir Tess tout en parler de Lex, alors que l'actrice n'a jamais interagi avec le Lex Luthor du coup de Smallville, en tout cas sur le champ.
à l'écran du coup. Mais du coup, ils avaient quand même bien démarré cette saison 8, notamment du coup parce qu'ils ont c'est vraiment la saison où ils assument complètement le côté univers d'ici. Et c'est aussi pour ça que je suis beaucoup plus fan des fillers, des dernières saisons de Smallville, que des premières. C'est que les premières, c'est souvent Clark qui affronte un méchant, il est battu, épisode suivant, épisode suivant, épisode suivant. Là, au moins, dans ces dernières saisons, déjà, il y a plus de thunes. Le temps a évolué, le budget a augmenté, il y a plus de moyens visuels. Et au moins, quand t'as des fillers, en général, maintenant, on est sur des fillers qui sont centrés sur des personnages cultes de l'univers de Superman ou de l'univers d'ici en général. Donc il y a le côté fanservice qui est cool, il y a le côté cinématique univers, tout ça, univers large qui est cool, univers partagé qui est assez intéressant à suivre. Et ensuite, parce que tu sais que certains de ces personnages-là vont revenir par la suite, donc c'est pas du filler complet en général. Et donc dès cet épisode-là, tu commences avec du coup la Justice League, une moitié de la Justice League avec Green Arrow, Aquaman et Black Canary. C'est du coup de chercher du coup Clark dans l'Arctique, Tess qui essaye de chercher Lex dans l'Arctique aussi. Bon, ils ont refait le délire de Clark qui n'a plus ses pouvoirs, mais bon, ça on a l'habitude. Du coup, Clark qui n'a plus ses pouvoirs, mais au moins, à la fin de l'épisode, il retrouve ses pouvoirs, donc ça ne dure qu'un épisode, fort heureusement. Et j'ai bien aimé du coup le dire qu'on assume le fait que Clark peut se régénérer sur le soleil, etc. Donc là, on l'assume enfin. Et du coup, t'as Martian Hunter qui se sacrifie et qui perd ses pouvoirs pour que Clark ait ses pouvoirs, parce que le feu, lui, c'est son point faible. Donc j'ai bien aimé ce dire-là, et j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait plus ou moins de Martian Hunter par la suite, le fait que du coup, on en fasse, comme dans les comics, on en fasse le vrai détective John Jones, et le fait qu'il soit vraiment un détective de police qui a pas de pouvoir, mais qui quand même connaît des gens qui ont des pouvoirs, donc s'allie avec Clark, et du coup, t'as des épisodes un peu policiers avec lui. Et donc ça, c'était assez cool. Curieux de savoir à quel moment dans la série il va récupérer ses pouvoirs, du coup, Martian Hunter, mais c'était assez intéressant de voir ça. Du coup, c'était intéressant de voir Tess et Lois se rencontrer. Et du coup, dans cette saison, je dirais que le gros point fort de cette saison, c'est Lois, je trouve. C'est que maintenant que Lex et Lionel sont plus là, du coup, je trouve que c'est vraiment Lois qui porte vraiment cette saison 8. Je trouve qu'elle a un charisme de fou. Je trouve que l'actrice Erika Durance est vraiment trop forte. J'aime beaucoup Erika Durance. Bon, pas que pour la plastique, bien sûr, mais je trouve qu'elle a vraiment... J'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais elle a vraiment de l'énergie, une prestance. Elle est vraiment pétillante. Elle ressort de l'écran. Et je trouve que sa relation avec un Clark, un Tom Welling, qui est beaucoup plus timide, un peu plus en mode je sais pas très bien jouer. En vrai, je trouve que c'est marrant parce que Lois, c'est clairement le point fort du duo, entre guillemets. Et du coup, c'est la saison où ils sont en train de commencer à installer la relation amoureuse entre Clark et Lois, qui est plutôt mignonne, qui est plutôt bien instaurée parce que ça fait plusieurs saisons qu'ils se connaissent. Et donc, il y a quelque chose de progressif qui est plutôt intéressant. Et donc, je trouve que dans cette saison, Clark rejoint enfin le Daily Planet. Et donc, c'est le stagiaire de Lois. Et donc, Lois le prend de haut. Et donc, maintenant, c'est là qu'on est prêt à se demander pourquoi cette série s'appelle encore Smallville, parce que du coup maintenant le point de l'action c'est donc très clairement à Metropolis. C'était déjà en partie le cas dans la saison 7, mais là c'est complètement le cas dans cette saison 8 là, c'est que là le feu de l'action c'est à Metropolis. C'est marrant parce que tous les dangers hebdomadaires que tu te tapais à Smallville, maintenant ils sont téléportés à Metropolis. Maintenant il y a toutes les merdes à Metropolis du coup. Donc ça c'est marrant, mais ça fait très comique. Encore une fois, tous les jours il y a un méchant qui fout la merde dans cette ville. Parce qu'il faut que Clark affronte un méchant chaque jour quoi. Donc il y a ça qui est rigolo. Du coup Metropolis qui est plutôt cool, bon c'est Metropolis quoi, ça reste une ville, ils ont pas le budget pour faire le Metropolis des comics, hein. C'est une ville normale de tournage quoi, c'est Vancouver je crois. Je crois que c'est à Vancouver qui tourne, hein, je suis pas sûr. En tout cas, en général pour les séries comme ça, c'est Atlanta ou Vancouver où tu tournes. Le Canada ou les États-Unis en général, parce que c'est pas cher. Donc voilà, donc le feu de l'action se déroule à Smallville et à Metropolis. Et du coup, il y a ça qui est intéressant, c'est Lois qui prend beaucoup plus de place et qui prend apporte vraiment cette saison. Tu as aussi l'actrice qui joue Tess, c'est que le personnage de Tess, elle sort de nulle part, certes. On est sur un mélange plus ou moins entre Mercy Graves et Eve Tessmacher, qui sont un peu les deux femmes iconiques de l'univers de Lex Luthor. Je sais qu'il y aura un twist sur elle plus tard, mais on n'y est pas encore, donc je ne vais pas en parler dans cette saison 8. Mais c'est vrai qu'au début j'ai du mal parce qu'elle a pas le même charisme que Rosenbaum, elle a pas la même vibe. Mais en vrai au fil du temps, tu t'y fais, et je trouve que l'actrice est quand même bien. En fait l'actrice, je trouve qu'elle a ce côté femme fatale, elle à la fois je trouve qu'elle a ce côté tête de méchante. Elle a une tête que t'as envie de frapper quoi. Tu la vois, tu dis... Elle est malicieuse celle-là, elle a quelque chose dans sa tête qui tourne pas rond, ça se voit qu'elle a des trucs en tête qu'elle est pas gentille, tu vois. C'est durant toute la saison on te fait croire qu'elle est différente de Lex, qu'elle est pas comme lui, et qu'elle veut vraiment faire le bien, elle devine le secret de Clark, etc. Et au final tu découvres comme qu'elle a fait pas mal de conneries. J'ai plutôt bien aimé le fait qu'ils aient créé une relation avec Oliver, parce que du coup maintenant Justin Hartley devient un personnage principal dans cette saison 8, et du coup il intègre le casting en tant qu'acteur régulier maintenant, dans le rôle d'Oliver Queen. Et du coup c'est intéressant du coup de voir les origines d'Oliver Queen, de comment il est devenu Green Arrow, le fait que bien sûr, bon, on connaît l'histoire, hein, le fait qu'il était enfermé sur une île pendant 2-3 ans, bon,
Ça m'a beaucoup fait rire que pendant 2-3 ans, le mec, il a pas les cheveux ou la barbe qui pousse. Bon, bref. Mais c'était sympa d'avoir ça. En vrai, ça faisait presque épisode de Arrow avant l'heure. Cet épisode mi-présent, mi-flashback où tu as Oliver dans son île, qui est en train d'affronter un brigand et qui rencontre Tess dans l'île. Bon, sur l'île, et à la fin, ensuite, il s'enfuit de l'île, etc. Surtout que le méchant de cet épisode-là, c'était le brigand, du coup, en question. Donc c'était intéressant de voir que Oliver et Tess, ils avaient une relation qui était intéressante. Ils avaient un peu une relation de femme fatale, de film noir, où les deux s'aiment et s'aiment pas. Les deux sont amoureux, les deux ont une tension, mais les deux ont pas du tout les mêmes valeurs, etc. Surtout que dans cette saison, tu as Oliver Queen qui va racheter des parts de Luthor Corp pour plus dans cette saison, donc ça marche bien. Et puis ce que j'aime beaucoup, et je trouve que Jocelyn Hartley, pareil, je trouvais qu'il avait pas beaucoup de charisme dans les saisons précédentes. Je trouve que là, il en a beaucoup plus, là, on lui donne beaucoup plus à jouer, il a des séquences beaucoup plus fortes, il a des relations beaucoup plus intéressantes, et surtout avec Clark, c'est que comme j'ai déjà dit avant, Green Arrow, Oliver Queen est clairement un remplaçant de Batman, hein, c'est clairement le délire, hein, c'est que la relation entre Clark et Oliver, c'est clairement la relation Bruce Wayne-Batman, Superman, ce Clark Kent, sauf qu'ils n'ont pas les droits de Batman, quoi. Ils n'ont pas le droit de le mettre parce qu'il est trop, il est au cinéma, etc., tu ne mets pas dans une série télé. Mais tout le délire de Clark et Oliver qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes, d'Oliver qui est beaucoup plus violent que Clark, d'Oliver qui veut tuer Lex Luthor contrairement à Clark, du fait qu'il veuille tuer Doomsday, etc. Et le fait que les deux soient ennemis de temps en temps et que les deux se trahissent, tu vois. Et même le fait que Oliver ait de la kryptonite avec lui au bout d'un moment, ça fait très Batman, tu vois. Donc je trouve que la relation de la vision de la justice entre Clark et Oliver fonctionnait très très bien sur cette saison, notamment avec la mort de Jimmy, ou le fait qu'Oliver ait dit à Clark de tuer Davis. Bah comme il a pas tué Davis, bah du coup Jimmy est mort, et du coup Clark se demande presque si Oliver a raison, et c'est pour ça que Clark part en mode côté obscur à la fin de la saison 8, du coup. Donc en fait on remet totalement en question cette vision de la justice, jusqu'à la toute fin de la saison, donc ça fonctionne très très bien également. Donc il y avait ces éléments-là qui marchaient bien, et du coup bah les fillers, comme je l'ai dit, étaient pas inintéressants, c'est que t'avais un épisode avec le personnage de Plastique, et du coup l'actrice qui joue Plastique, c'est l'actrice qui joue la fille du futur de Barry Allen dans la série de Flash. Et c'est vrai qu'il me semblait que j'avais vu sur les réseaux que cette actrice-là, en vrai, elle est plutôt âgée, en fait. Et c'est vrai que quand j'avais dans Smallville, presque 10 ans avant, bah en effet, du coup, parce que dans Smallville, elle doit avoir la vingtaine et tout, et dans la série The Flash, elle est censée avoir la vingtaine aussi, mais la meuf, elle a presque 40 balais, en fait. Donc j'ai trouvé ça marrant. Mais du coup, l'actrice joue le personnage de Plastique, et j'ai bien aimé, parce que du coup, on était sur une antagoniste qui contrôle pas ses pouvoirs, qui se sent mal, etc., que Clark va essayer de dompter, comme parce que Clark le voit un peu de lui en elle. Donc je trouvais que c'est un épisode intéressant qui ensuite va set-up l'équipe que Tess va créer pour montrer que Tess en fait elle est pas gentille, elle veut créer une équipe de méta-humains pour ses propres intérêts. Donc il y a ça qui était intéressant. Il y a eu le flashback sur Oliver bien sûr. Bon, un épisode filler qui était pas ouf et un peu quiche et un peu un peu gênant, etc. L'épisode sur Maxima, qui ne m'a pas dérangé parce que comme Maxima sera dans le prochain film Superman Man of Tomorrow de James Gunn, bah au moins ça m'a mis dans le bain, tu vois, c'est que je sais à quoi m'attendre quand on aura Maxima chez James Gunn. Après, ça reste un gros filler pas très intéressant. Bon, bien sûr, ça va créer des triangles amoureux, où on découvre que Lois est vraiment amoureuse de Clark, où tu as Jimmy qui va l'embrasser, etc., et donc ça crée des embrouilles avec Chloé vite fait. Après, ouais, c'était extrêmement kitsch, hein. Bah, après, Maxima de base, c'est un personnage très kitsch. C'est cette reine alien qui va essayer de trouver l'homme parfait sur Terre, qui va tuer tous les hommes qui sont pas dignes d'elle, jusqu'à qu'elle trouve du coup Clark, qui est son amour ultime. Donc c'était un épisode rigolo. Après, c'était un filler qui était pas dinguissime, donc c'était pas une folie non plus, on va dire. Il y a eu l'épisode un peu en mode de Batman, en mode tueur du Zodiac, où tu as, je crois, c'était Jimmy et Chloé qui font leur fiançailles, et puis ils sont kidnappés par un tueur du coup qui veut prouver que les deux sont amoureux, et qui veut voir et qui est prêt à tuer l'un ou l'autre, si l'un ou l'autre a trahi l'un ou l'autre, du coup il les torture, etc. Donc là on était vraiment sur du bon vieux filler à la Smallville, un peu comme l'épisode où il y avait le tueur qui avait enfermé Lionel et Martha en mode Jigsaw un peu. Donc voilà, c'est un épisode qui était intéressant pour créer le duo Lois-Clark, où justement il y a le truc de détecteur de mensonges, où tu vois que quand Lois dit qu'elle aime Clark, ben c'est vrai, et du coup le détecteur dit qu'elle a raison et tout, donc on sent que Lois est vraiment amoureuse de Clark et tout, mais Clark pense que c'est faux et qu'elle sait juste très bien mentir. Donc c'était rigolo, c'était un bon vieux filler à la Smallville habituelle, après c'était pas une dinguerie. D'ailleurs, ça me fait toujours autant rire, comme je l'avais dit aussi dans la précédente vidéo, que depuis que Martha est partie de la série, ben on passe quasiment plus de temps à la ferme des Kent. Et du coup, c'est beaucoup trop irréaliste, et qu'on te montrait à quel point il y avait trop de choses à faire à la ferme des Kent. Il faut prendre soin des animaux, prendre soin des véhicules, il faut prendre soin du bétail, etc. Et là, saison 7-8, on s'en fout de la ferme des Kent. Clark, là, il fait sa vie, il bosse au des planètes, il fait son stage, il fait le putain de trajet Smallville Metropolis, sans que personne se pose de questions de comment il fait pour faire un trajet aussi long tous les jours. Donc
c'est vrai que ça n'a aucun sens. Le mec en vrai, il devrait bosser à la ferme, il devrait galérer à bosser à la ferme. Le mec, la ferme, on oublie, il est clairement le truc. Hein. Donc ça, c'est assez marrant, parce que ça se voyait que l'actrice de Martha, elle était partie, elle était clairement partie, et les créateurs savaient pas planifié le fait qu'elle devait s'en aller et tout. Donc bon, il y avait ce bordel-là aussi. Il y avait un épisode qui était plutôt cool, très comics, très Jimmy Olsen. Encore une fois, centré sur Jimmy. De toute façon, Jimmy a plutôt des bons épisodes dans cette saison 8. Donc Jimmy, qui n'est en vérité pas le vrai Jimmy, mais on en parlera à la fin de cette saison. Du coup, parce que les deux s'appellent Jimmy, mais ils n'ont pas exactement les mêmes prénoms, attention. Où Jimmy prend une photo du coup du héros de Metropolis qu'on appelle du coup de Blur, de l'homme flou en bleu et rouge. Puis du coup c'est bon. Et aussi ça qui est intéressant dans cette saison 8, et ça me fume que c'est maintenant qu'on l'ait ce truc là, c'est qu'enfin Clark se dit vas-y, j'ai sauvé des gens en me cachant toute ma vie. Mais quand je vois des héros comme Oliver et tout, qui sont des héros qui sont, on parle d'eux dans le journaux, ce sont des vrais héros, des justiciers machin, en vrai, c'est peut-être pas un mal que les gens arrivent à identifier le gars qui le sauve afin de devenir un vecteur d'espoir, tu vois. Et tu te dis, saison 8 de Smallville, enfin il se dit, putain, je vais peut-être devenir un symbole d'espoir pour le peuple de Metropolis, quoi. Donc là, dans cette saison, enfin il adopte une identité héroïque, où il devient le héros un peu de Metropolis, le flou, là, avec sa veste bleue et rouge, là. Donc enfin, il s'approche de plus en plus du Superman des comics, où là il devient un justicier de façon officielle. En plus, il va commencer à interagir avec Lois, où Lois du coup va essayer d'appeler le justicier, il va avoir une petite relation qui est plutôt rigolote entre les deux, ça marche assez bien. Donc du coup, il y avait tout cet épisode là où Jimmy le prend en photo. Et écoute, t'as Jimmy qui est convaincu que c'est Clark Kent qui est du coup le héros. Et Jimmy est le seul personnage de la série qui a deviné que Clark était le héros, Superman du coup, sans s'être fait spoiler, c'est qu'il l'a deviné par lui-même, et ça c'est plutôt cool, et c'est plutôt un bon honneur pour le personnage de Jimmy, c'est assez cool de leur part. Mais quoi, à la fin ils te font un délire assez rigolo, du coup tu as Green Arrow qui porte la cape rouge de Superman et qui se fait passer pour le héros pour faire croire que Clark n'est pas Superman, etc. C'est le cliché de l'épisode du mec qui est sûr que lui c'est le héros, et donc le héros va demander à son pote de se faire passer pour son identité de héros pour discréditer le gars qui pensait qu'il était le héros. Ça, c'est un truc très très classique, mais c'était rigolo et ça marchait plutôt bien dans l'évolution de Jimmy Olsen aussi également, bien sûr. Et c'est vrai que dans cet épisode-là, on commence à voir à quel point Tess était une méchante, parce que t'avais ce méta-humain qui contrôlait les esprits, que Tess était en train de rejeter, qui avait été enfermé en Irak pendant la guerre, donc il y avait ce truc-là qui était intéressant, qui était en train d'essayer de draguer Chloé, il me semble, non Loïs, parce que Loïs elle se fait draguer par tout le monde, et voilà, on a l'habitude bien sûr. Du coup bon, il se fait buter par Chloé Brainac après, et donc ensuite tu as l'épisode où tu as Kara Zor-El qui revient, parce que du coup l'actrice n'est plus l'actrice régulière, donc là elle est là que pour un seul épisode, où du coup on la libère de la zone fantôme, et c'est encore là que tu te demandes mais pourquoi Loïs ne crame toujours pas que Clark est un putain de méta-humain, c'est que d'Alien, parce que frère, là t'as un épisode avec Clark et Loïs dans la zone fantôme, et Louis se pose pas de question de qu'est-ce qu'elle fout dans la putain de zone fantôme avec Clark, quoi. Donc il y a un délire un peu bizarre, où du coup tu as Kara qui est libérée de la zone, mais quand elle est libérée, du coup c'est intéressant parce qu'on voit que Clark s'est sacrifié pour rester dans la zone fantôme, pour pas ouvrir une brèche qui pourrait foutre le bordel. Mais du coup cette brèche va libérer le personnage de Faora, du coup qui est la femme du général Zod, et qui est la mère du coup du gros personnage de cette saison, qui est donc Davis Bloom, interprété par le super Sam Witwer. Sam Witwer qui est un acteur que j'aime beaucoup parce que Sam Witwer c'est l'interprète notamment du coup de Dark Maul dans les séries animées Star Wars de Filoni. Donc c'est un acteur qui a une putain de voix, qui a quand même de la prestance, et j'aime beaucoup Sam Witwer. Et du coup Sam Witwer, ça m'a fait plaisir de le voir dans cette série du coup dans le rôle de Davis Bloom. Et encore une fois, il faut savoir qu'est-ce que les créateurs ont bu comme drogue, ont bu comme alcool pour se dire vas-y, le méchant de cette saison c'est Doomsday. Doomsday dans la série Smallville. Doomsday qui est censé être le mec que t'introduis pour faire la mort du Superman quand Superman a déjà du bagage, quoi. Et là tu te dis, bah non, vas-y, on va faire Doomsday en méchant, et on va faire un délire en mode la belle et la bête, où en fait Doomsday, en fait il est dans le corps d'un mec normal, et en fait c'est un mec gentil à la base, qui se transforme en monstre, et du coup on te fait un délire, où en fait c'est une création du général Zod, qui a été mis dans une espèce d'enveloppe humaine, qui a atterri à Smallville en même temps que Clark, durant la saison 1 du coup, et du coup ça crée des parallèles extrêmement intéressants, parce que tu as cet épisode flashback où on voit l'enfance de Davis, qui était plutôt cool, où justement t'es un peu sur ce et si c'était les Luthor qui avaient retrouvé du coup Clark quand il était atterri sur Terre, et du coup tu avais Lionel qui avait retrouvé Davis, et au lieu de prendre soin de lui comme un fils, en fait il l'a revendu à des gens parce qu'il a vu que le gosse avait pas de pouvoir. C'était intéressant de voir Lionel et Davis du coup se rencontrer quand ils sont enfants et tout, et du coup le mec a enchaîné accueil parental sur accueil parental, et du coup le mec a eu plus ou moins une vie de merde, et donc ça c'était intéressant de voir ça en épisode flashback. Et du coup j'ai même aimé le parallèle qu'on te fait sur lui, parce qu'au départ c'est un mec gentil, au départ c'est un paramédic, donc c'est un mec qui protège des gens à l'échelle humaine, donc on te fait ce parallèle entre Clark qui est un héros surhumain, et lui qui est un peu un héros de la vie normale, donc ça marchait assez bien.
Mais en même temps, on découvre au fil de la saison qu'en fait le mec il cache un monstre enfoui en lui, qui est donc Doomsday du coup, et donc on te fait tout ce parallèle que je trouve plus intéressant, où limite lui et Clark ce sont deux facettes d'une même pièce, et que lui est fait pour détruire le monde et détruire Clark, alors que Clark lui est fait pour protéger le monde, et du coup les deux sont plus ou moins des frères, en mode Dark Sasuke un peu, donc je trouve que ça marche assez bien, sans que ce soit trop développé, parce qu'en fait, au lieu de mettre l'axe sur Clark, ils ont surtout mis l'axe sur Chloé. Et je trouve que le truc qui est modérément bien fait, on va dire. C'est que le truc, c'est que, du coup, on te crée ce triangle amoureux, Chloé et Jimmy vont se marier, ils font les fiançailles, ils s'aiment comme pas possible. Et là, et donc Jimmy, qu'elle connaît depuis 3 saisons à peu près, Chloé quand même. Et là, t'as Davis qui débarque en épisode 1. En épisode 3, épisode 4, il commence déjà à flirter, parce que t'as Jimmy qui commence à être bloqué sur ses idéaux, et là, boum, t'as Chloé qui va commencer à tromper Jimmy, et au final, il va avoir un triangle amoureux qui est parfois qui est intéressant, parfois qui est moins intéressant, quoi. Comme j'ai dit, il y a un épisode qui était très bon sur Jimmy, où tu as Jimmy qui sait que Davis a tué des gens, a massacré des gens, etc. Mais comme Davis le drogue durant tout l'épisode, on fait passer Jimmy pour un détraqué, pour un junkie, et du coup, Chloé va officiellement divorcer avec Jimmy et commencer à se mettre en couple avec Davis. Du coup, il y avait des épisodes de manipulation qui marchaient assez bien du POV de Jimmy, où Jimmy était le seul qui avait la vérité. Là, Jimmy, c'est un personnage un peu tragique quand même, parce que Jimmy, c'est le mec qui a toujours la vérité, et à chaque fois, il se fait discréditer dans cette saison, quoi. Donc ça, c'est assez rigolo quand même. Mais oui, t'avais cet épisode un peu kitsch, parce que du coup, il y a aussi ça que j'ai pas trop aimé dans cette saison, c'est que du coup, bien sûr, tu as des personnages dans les corps de tels personnages. C'est du coup, c'était quoi? C'était Loïs, c'était Faora était dans le corps de Loïs dans cette saison. C'est du coup, tu as Faora qui est dans le corps de Loïs. Et moi, j'aime pas quand ils font ça, quand ils font des personnages qui rentrent dans le corps des autres personnages. Parce que oui, ça permet aux actrices de jouer d'autres personnages, mais ça fait kitsch. En mode, t'as pas d'acteur pour jouer ce personnage-là, donc on le met dans le corps de ce personnage-là. Donc voilà, je trouvais quand même que Erika Durance en Faora, elle jouait plutôt bien. Bon, c'était extrêmement random parce que Davis n'a pas beaucoup de relations avec Loïs, donc c'était assez random comme délire. Après, t'avais aussi ça avec l'épisode avec Zatanna. Ou dans l'épisode avec Zatanna, du coup, tu as du coup Chloé dans le corps de Loïs, Chloé qui est transformée en Loïs. Et là, pour le coup, je trouvais que Erika Durance n'arrivait pas à jouer le jeu un peu de Alison Mack en Chloé. Et je crois que ça marchait pas, que c'était kitsch et que ça marchait pas du tout. L'épisode où Zatanna transformait Chloé en Loïs, le jeu était pas ouf du tout. Mais du coup, c'était l'épisode où on commençait à voir un peu le passif et la backstory de Davis avec Faora qui ensuite à la fin est battu, etc. Du coup, ils sont reliés au Général Zod. Et donc ensuite, tu avais l'épisode. Et du coup, tu avais aussi cette autre intrigue là, c'est que du coup, tu as 2 intrigues qui sont extrêmement importantes. Et là, on va parler des 2 intrigues de toute façon. Tu as l'intrigue où tu sais que du coup, cette saison coûte moins cher que la précédente. Ils ont fait des coupes budgétaires, ils ont changé de showrunner, ils ont moins d'acteurs qu'avant. Et là, contractuellement, si vous avez remarqué dans cette saison 8, c'est que hormis Clark et Chloé qui sont dans quasiment tous les épisodes de la saison, tous les autres personnages sont dans environ 12-13 épisodes. Alors qu'en général, ils sont plutôt présents dans quasiment tous les épisodes, eux aussi. Mais c'est parce qu'ils ont fait des coupes budgétaires, ils ont diminué le temps d'écran d'apparition des acteurs principaux, sauf Clark et Chloé, pour faire des améliorations budgétaires. Surtout qu'en plus, avant, il y avait eu la grève des scénaristes et tout, donc il y avait tout un contexte à l'époque 2009-2010. Du coup, et donc de ce fait, tu as par exemple l'acteur Jess Marsders, au lieu de le ramener en Brainiac dans cette saison, ils ont fait un délire où en fait, Brainiac, en fait, c'est incorporé dans Chloé, en fait. Du coup, Brainiac est dans l'esprit de Chloé, et Brainiac est en train de commencer à contrôler Chloé, du coup. Donc, et c'est vrai que ça, c'est assez bizarre. Après, Chloé, c'est un personnage, c'est un peu la Barbara Keane de Smallville. Pour ceux qui ont vu Gotham, où tu as Barbara Keane, la femme de Gordon, qui devient une Harley Quinn, qui devient l'héritière de Ra's al Ghul, c'est un délire. Chloé, c'est pareil. C'est que Chloé, je trouve que ses pouvoirs de guérison, le fait qu'elle aussi soit une météo freak, ça va pas servir à grand chose. En vrai, le fait que Chloé ait des pouvoirs, c'est pas super intéressant. J'ai pas trouvé ça extrêmement pertinent. C'était un peu facultatif, je trouve. Et là en plus on t'ajoute maintenant le fait qu'elle ait des pouvoirs en mode mémoire disque dur en fait. Parce que comme il y a Brainiac en elle, en fait maintenant la meuf elle devient une ordinatrice, un ordinateur vivant du coup. Et donc bien sûr au début elle s'en sert en tant que gentille, elle est super forte, elle peut connaître toutes les prédictions, etc. Mais bien sûr il vient un moment où Brainiac va commencer à manipuler son esprit. Bon ça fait kitsch parce qu'on ramène pas James Masters et du coup c'est Chloé qui joue Brainiac et je trouve qu'Alison Mack en vrai joue plutôt bien la personnalité, le jeu de James Masters en tant que Brainiac dans sa performance à elle du coup. Donc tu avais un épisode qui marchait assez bien en mode un peu flashback, en mode presque fan footage, shaky cam et tout, où on a l'épisode qui suit le POV de Chloé,
Et du coup, dans son POV, en fait, il y a sa mémoire qui est en train de disparaître petit à petit à cause de Brainiac. Et du coup, ça, c'était un épisode qui marchait super bien, où tu es de son point de vue et tu vois le montage de l'épisode qui est en train de partir un peu en cacahuète. Et ça, c'était un truc qui, en termes de pur concept télévisuel de mise en scène, était plutôt intéressant. Ensuite, tu avais le fameux épisode du mariage, qui est l'un des meilleurs épisodes de la série, je pense, où tu as du coup le retour de Lana, du coup, et on découvre où était passée Lana durant ces derniers mois, du coup, avec son pixie cut et tout, c'est assez rigolo. Et du coup, Lana, en vrai, Lana, c'est un délire. Lana, ils ont vraiment essayé de trouver un argument pour essayer de montrer que son personnage avait évolué de fou, que maintenant Lana c'était devenu une Tomb Raider, elle était devenue super badass et tout. La meuf, elle est partie au bout du monde pour pourchasser Lex Luthor, pour savoir où elle est et tout. Lana, elle croise Green Arrow dans sa mission parce que Green Arrow aussi recherche Lex Luthor. Parce que bien sûr, dans cette saison, il y a aussi tout ce délire de confusion entre justice et vengeance. Parce que du coup, Oliver apprend que Lionel a tué ses parents, et du coup, pour venger la mort de ses parents, il veut tuer Lex, du coup. Donc il y avait ce délire là aussi, qui était intéressant. Et du coup, Lana, elle devient une espèce de Tomb Raider où elle aussi, elle est prête à tuer Lex aussi. Donc ils sont sur la même longueur d'onde. Et donc tu as tous ces flashbacks où on voit qu'il y a un espèce d'ancien militaire qui va l'entraîner à apprendre à contrôler sa douleur, sa tolérance à la douleur, à ne ressentir aucune douleur. Où elle est en train de prendre des bains froids, elle se prend des tatanes, elle met son bras sur des trucs en flammes et tout. Genre ils ont fait de Lana une Rambo Commando, genre c'était bizarre de fou. C'était rigolo sur le moment, mais c'était tellement, ça dénotait tellement de ce qu'on a eu de Lana avant, quoi. Et du coup, Lana, on en fait une super badass. Elle revient au mariage de Chloé parce que vas-y quand même, je veux protéger Clark, mais quand même Chloé c'est ma meilleure pote. Donc, et du coup, tu as tous les épisodes du mariage où enfin, pour la première fois, on voit complètement Doomsday. Et malgré le fait que ce soit un costume et des prothèses, honnêtement, leur Doomsday, il rend plutôt bien. Je trouve que leur Doomsday, en plus, ils l'iconisent plutôt bien, parce qu'ils l'iconisent vraiment, bien sûr, de façon horrifique. Et on le voit quasiment jamais en entier dans son look. Il est toujours caché dans la pénombre, dans des plans flous, etc. Donc on l'iconise vraiment comme un monstre mystérieux, Doomsday. Je trouve que ça marche super bien. Notamment dans l'épisode du mariage qui était très bien monté parce que t'avais tous ces airs où t'avais un prologue de l'épisode en mode fan footage où tu vois que le mariage va partir en couille et écoute t'as une partie de l'épisode qui est du point de vue d'un caméraman qui filme le futur mariage et du coup tu as ce côté fan footage qui marchait bien dans le montage et c'était assez cool et du coup tu as cet épisode là qui débarque où les deux sont en train de Chloé et Jimmy se marient, ils ont la vie heureuse et tout et là boum tu as Davis qui est jaloux qui sont en mode Doomsday et qui va tout démonter, qui a presque tué Jimmy et kidnappé Chloé et avec la musique à la fin de l'épisode où tu as Clark et Lana qui se reparlent entre eux depuis toutes ces années, qui ont changé et tout. Et à la fin, tu vois enfin pour la première fois le crâne chauve de Lex qui a observé tout depuis le début. La fin de l'épisode 10, c'était un banger. La fin de l'épisode 10, c'était un putain de banger, il y a vraiment la tension, la musique qui était cool à la fin, où tu vois Chloé kidnappée dans la forteresse, tu vois Lex qui est encore en vie et tout. Ça marchait bien, pour vous, ça marchait bien. Donc l'épisode 10, c'était plutôt bien. Et ensuite on continue l'évolution à travers l'univers d'ici, en faisant un épisode qui introduit la Légion des super-héros, autre équipe iconique de l'univers d'ici, donc ces super-héros du 31e siècle, qui viennent du futur, et je sais qu'il y a un comics Superboy, parce que bien sûr, Smallville s'inspire beaucoup du comic Superboy, où du coup Superman était un super-héros depuis qu'il était adolescent, où justement il y a un comics iconique où pendant que Superman et Superboy, il y a la légion des super-héros qui vont venir le voir pour affronter une menace et qui vont lui dire que ouais tu vas devenir un grand héros, garde le cap, etc. Du coup on a plus ou moins cette adaptation là de ce comics là dans cet épisode là où du coup tu as la légion qui va persuader du coup Clark d'affronter Brainiac, c'est que bien Brainiac est de nouveau dans l'esprit de Chloé. D'ailleurs c'était intéressant de voir Brainiac essayer d'exploiter Doomsday dans la forteresse de solitude. Et du coup c'est un épisode qui est très fan service parce que du coup durant tout l'épisode t'as la Légion qui sont en train de lâcher des refs à Superman parce que comme eux ils viennent du futur, ils savent très bien que Clark va devenir Superman, que Lana va avoir un passé de ouf, que Clark c'est un mec bien qui a inspiré tous les super-héros qu'on suivi, etc. Donc c'était cool de voir ça, de voir chaque personnage avoir des indices sur ce que sera leur futur. Donc ça marchait assez bien. Pour le coup, l'épisode sur la Légion des super-héros, ça faisait très comic book, hein. Bien sûr, c'était ça qui était cool. Et donc à la fin, ils affrontent Brainiac, ils battent Brainiac. Et du coup, on te tease bien sûr le fait qu'ils vont reconvertir plus tard Brainiac en Brainiac 5 et que du coup Brainiac maintenant sera un membre de la Légion en tant que Brainiac gentil. Donc ça on l'aura dans les saisons qui suivront plus tard, donc j'ai hâte de revoir du coup James Masters dans cet épisode là. Mais la Légion des super-héros c'était cool de les voir. Bon après c'est Smallville, donc ça a beau être des héros du futur, ils ont la veste en cuir, tu vois. Ils sont tous en cuir de toute façon, donc c'est très rigolo, encore une fois c'est la fameuse DA de l'époque, pas trop de budget. Et un filler que j'ai plutôt kiffé, c'est l'épisode sur les flics, tu vois. Où du coup tu as John Jones du coup qui s'est fait tirer par des flics corrompus, et du coup tu as Clark qui va s'infiltrer en tant que journaliste policier chez les flics de Metropolis
pour trouver le mec qui a blessé John du coup. Et du coup ce qui était plutôt cool c'est que du coup durant tout l'épisode Clark et du coup est en binôme avec Dan Turpin. Et Dan Turpin c'est un peu le commissaire Gordon de Superman dans les comics. Dan Turpin c'est un flic bien, c'est un mec qui a une bonne morale, c'est un peu le meilleur ami un peu policier de Superman, c'est vraiment un personnage plutôt cool de la mythologie de Superman, assez sous-utilisé dans les adaptations de manière générale. Et du coup, c'était cool de voir Dan Turpin, qui est un bon gars, qui bosse dur, qui a une famille qui l'aime, mais qui est obligé de rester dans la masse des flics corrompus pour pas que sa famille soit menacée. Bah, c'était intéressant de le voir, lui, il est sur le point de buter Green Arrow, de le voir en final faire le bon choix et d'écouter les conseils de Clark qui lui demande de devenir un bon gars et de faire des bons choix. Et donc à la fin, il trahit ses flics corrompus, il épargne Green Arrow, et c'était marrant de voir du coup son fils qui était fan de Green Arrow et fan de Superman et tout. Donc c'était cool, je trouvais que c'était un bon épisode en mode policier qui introduisait un personnage iconique de l'univers de Superman, donc je trouvais que c'était un filler qui marchait assez bien pour le coup. Ensuite il y avait le gros épisode du coup. Non, du coup il y avait l'épisode que j'ai trouvé un peu cheap, et j'ai trouvé que c'était très mal foutu. Le délire du projet Prometheus, le délire du coup on va fabriquer un costume pour Lex Luthor qui va le rendre aussi puissant que Superman. Du coup, on voit des scientifiques se servir de clones de Lana pour fabriquer le costume, parce que du coup, tu as le twist en fait Lana a réussi à soudoyer les personnages de façon à ce qu'on fabrique un costume pour elle, hein, du coup. Mais du coup, on voit que bien sûr, c'est une RF à l'armure de Lex Luthor, le fait que Lex Luthor porte une armure contre Superman et tout. Mais du coup, ils essayent de fabriquer une armure pour que Lex puisse guérir de ses blessures, etc. Mais je crois que dans l'épisode c'est jamais spécifié de quoi elle fait l'armure, c'est quand on te dit juste, on est en train de fabriquer une armure qui te rend aussi puissant que Clark, qui te rend surhumain, qui fait de toi un être divin, mais pourquoi ? Genre, moi j'ai trouvé ça super kitsch, on insiste de fou sur cette armure, mais on sait pas comment ils l'ont fait, et s'ils l'ont fait, en fait ils pourront le refaire par la suite, en fait c'est un MacGuffin de fou ce truc là. Donc je trouve que ce truc là c'était beaucoup trop gros, c'était pas intéressant, et en plus le costume c'est juste encore une fois un costume en cuir que Lana porte. Et donc elle le porte, et ensuite elle est aussi puissante que Superman, que Clark. Et du coup les deux sont en mode team-up, on a les mêmes pouvoirs et tout, et j'ai trouvé ça cheap de fou. Et du coup ça veut dire que Lana elle peut l'enlever le costume ou pas ? Elle est condamnée à le porter, elle pourra plus jamais enlever son costume, genre, j'ai pas compris le délire. Et du coup ensuite tu as le fameux épisode 14, encore un épisode décisif dans l'histoire de la série, la conclusion définitive de Lana et Lex du coup. Et ils ont quand même réussi à en faire un épisode un peu comic book aussi, parce que le méchant de cet épisode-là, c'est Toyman. Toyman, donc Winslow Shot, qui est un ennemi iconique du coup de Superman, et l'acteur du coup Chris Gauthier, qui est décédé malheureusement, paix à son âme. Je trouve qu'il a totalement la gueule de l'emploi, il fait un super Winslow Shot, il a vraiment la gueule du Toyman des comics. Et ça faisait encore une fois très comique, c'est que du coup t'es vraiment sur le cliché du méchant, qui s'est fait renvoyer par Oliver Queen parce que c'était un employé qui jouait trop avec ses explosifs, qui était un peu bizarre. Du coup, il veut se venger d'Oliver Queen. Et du coup, en représailles, il accepte de bosser pour Lex Luthor. C'est vraiment l'origine story du méchant pas gentil qui s'est fait virer de son entreprise, quoi. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Et du coup, je trouvais qu'il faisait un merveilleux Toyman, du coup, Chris Gauthier. Et du coup, l'épisode marchait assez bien. Bon, du coup, t'avais la fameuse scène de sexe où du coup, Lois, Lana et Clark, maintenant, enfin, ils peuvent vivre ensemble. C'est enfin l'idylle qu'ils ont toujours rêvé d'avoir. Et donc, du coup, ils ont une scène de sexe où les deux sont en train de péter le lit parce qu'ils ont des forces surhumaines les deux, du coup, un peu kitsch. Mais tu as surtout le dilemme, du coup, on revoit Lex dans cet épisode-là qui est joué par une doublure, hein, c'est pas Michael Rosenbaum qui joue le personnage. Après, je trouve que la doublure ressemble quand même pas mal à Rosenbaum, c'est qu'ils ont bien réussi à lui donner ce design de lui qui est en train de crever, qui a des blessures partout, des câbles partout, son masque de respiration, le fait que son visage est à moitié masqué par ses bandages, etc. On pourrait croire que c'est Michael Rosenbaum, hein. Je trouve que la doublure ressemble à Michael Rosenbaum, donc ça marche plutôt bien. Et donc du coup tu as cette confrontation finale entre Lex, Clark et Lana, où avant de mourir, du coup la dernière chose que Clark va faire à Lex, que Lex va faire à Clark, c'est détruire la relation amoureuse entre lui et Lana. C'est qu'avant de mourir, Lex va réussir à tuer le couple entre Clark et Lana, le couple qui ont détruit sa vie. Et donc lui, en représailles, il va réussir à détruire leur vie. Du coup, même si c'est extrêmement kitsch, encore une fois, j'ai bien aimé le dilemme de Lana qui absorbe la kryptonite, et du coup Clark ne pourra jamais se mettre en couple avec Lana parce que Lana maintenant est irradiée de kryptonite, du coup. Donc je trouvais que c'était un dilemme qui marchait bien et qui rendait la fin de cet épisode extrêmement touchante, parce que du coup tu as Clark et Lana qui vont se dire adieu, tu as Clark qui est amoureux de Lana, qui essaie de l'embrasser alors que Lana est faite de kryptonite, donc Clark est en train de mourir en essayant d'embrasser Lana, du coup ça fait très Roméo et Juliette, hein, comme situation très shakespearien, mais du coup c'était extrêmement touchant et je trouvais que c'était un bon départ du coup pour Lana, et du coup Kristen Krug est enfin libérée de son contrat sur Smallville, donc c'était cool pour elle, et du coup tu as Lex qui meurt.
Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu de vraie confrontation physique quand même entre Clark et Lex, ça aurait été intéressant. Sauf qu'en vrai, je trouve que le départ de Rosenbaum, je trouve que ça a quand même amoindri beaucoup d'éléments des saisons 7 et 8, quoi. C'est que durant toute la saison 7, tu as Lex qui veut retrouver l'orbe pour détruire Clark, parce que s'il utilise cet orbe-là, ça va détruire Clark. Et en fait, l'orbe, bah, ça a fait tomber la forteresse, ça a enlevé les pouvoirs de Clark. Mais très vite, Clark a réussi à refaire une forteresse. Très vite, Clark a réussi à retrouver ses pouvoirs. Donc au final, le mec qui a le plus perdu, c'est Lex, en fait. C'est que le mec, tout ce qu'il a voulu faire en saison 7, en fait, les conséquences, c'était pas ouf, en fait. Donc au moins, donc ça, c'était assez décevant. Donc au moins, Lex meurt en ayant fait quelque chose de capital, c'est-à-dire couper la relation entre Clark et Lana. Et du coup, j'ai été déçu qu'il n'y ait quand même pas de vraie confrontation entre Superman et Lex. Et du coup, à la fin, Oliver, du coup, tue Lex par vengeance. Donc Lex meurt. Bon... En vrai, ils pouvaient pas faire meilleure mort, en vrai, parce que du coup, le truc, c'est comme il n'y avait plus Michael Rosenbaum, bah, ils étaient obligés de faire une mort type explosion, parce que voilà, c'est pas le vrai acteur, donc voilà, donc fallait le tuer de façon un petit peu expéditive quand même. Et du coup, j'ai quand même trouvé ça touchant, bien sûr, parce que du coup, tu as Lex qui est mort, c'est déclaré dans le journal, etc. Et du coup, tu as la séquence, tu as Clark qui prend les cendres du camion, et qui les prend comme ça, et à chaque fois qu'il fait ce geste-là, c'est pour des gens qu'il aime, donc il avait fait le même geste pour son père, il avait fait le même geste pour Lionel, avec cette séquence où t'avais Lex et Clark qui se mettaient en face à face durant les funérailles de Lionel, alors que Lex a dit qu'il y avait que lui qui devait être aux funérailles, mais Clark était quand même venu pour provoquer Lex, et c'était intéressant. Donc on sentait malgré tout qu'il avait quand même de l'affection et de la compassion pour Lex, quand même, Clark. Donc il y a quand même ce truc-là qui est touchant, c'est que là tu perds quand même un gros morceau de la série de Smallville en perdant Lex et Lana en un épisode. Donc c'est un épisode qui globalement restait quand même assez fort en émotion et assez touchant, et ça restait quand même un bon épisode, un peu capillotracté, mais ça restait quand même l'un des épisodes cultes de Smallville aussi. Ensuite on se remet de nos émotions, et ensuite tu avais un épisode qui était plutôt bien en vérité, sur en fait la méchante de je sais plus quelle saison, la méchante journaliste qui se transforme en eau genre. Cette méchante là, j'avais trouvé son épisode nul à chier dans les précédentes saisons, je trouvais que c'était une méchante qui était pas ouf, et j'avais grave le seum quand je l'ai vu dans cette saison 8. Mais au final, l'épisode qu'il utilise était bien, en fait, parce que c'est un épisode où, en fait, elle connaît le secret de Clark et elle menace d'exposer son secret au monde entier. Du coup, Clark choisit de l'exposer avant, en demandant à Lois de l'interviewer pour que Clark dévoile son identité au monde entier, du coup. Donc déjà c'est cool parce que Lois découvre enfin l'identité de Clark, bon, pas pour longtemps, mais c'était cool quand même à voir, de voir Lois plutôt contente, et de voir la confiance que Clark a pour elle et tout. Et du coup, c'était intéressant de voir la réaction des gens sur le fait qu'ils savent que Clark est le sauveur de Metropolis. Du coup, tu as des fans partout, des paparazzis qui l'embêtent, des gens qui font exprès de se mettre en danger pour qu'il le sauve. Donc tu vois l'euphorie du truc. Donc ouais, c'était super. Je crois qu'en termes de pur concept, c'était un épisode qui était super intéressant, qui m'a beaucoup rappelé le final de Superman et Lois. À la différence que cet épisode-là ne dure que pour cet épisode, c'est qu'à la fin de cet épisode-là, bien sûr, il réussit à inverser la tendance. Et à la fin, il fait en sorte que tout le monde oublie son identité, donc un petit peu la No Way Home, un petit peu. Mais j'ai quand même trouvé l'épisode intéressant avec cette méchante qui était pas dingue, qu'ils ont réussi à trouver rendre un peu intéressante pour cet épisode-là. Du coup, avec Chloé qui essaie de protéger Clark, mais le truc c'est que Chloé aussi se fait courser par les paparazzis parce qu'elle est la meilleure amie du héros de Metropolis, etc. Et Lois qui est limite triste que Clark est prête à effacer sa mémoire et à ce qu'elle oublie son identité pour la protéger. Et donc on sent que Lois aime Clark et on sent qu'il y a vraiment quelque chose de touchant dans cette discussion finale avant que Clark efface la mémoire de Lois et du monde entier. Donc je crois que cet épisode-là était un bon concept, tu vois. Donc ça marchait assez bien. Tu as l'épisode avec Zatanna, l'actrice de Zatanna est très bien, je pense qu'elle fait un bon taf dans Zatanna, donc autre personnage iconique de l'univers DC, la magicienne de l'univers DC avec Constantine. Après, j'ai trouvé l'épisode extrêmement kitsch, quoi. C'est que Zatanna, en fait, dans cet épisode-là, en fait, elle est très conne. C'est qu'en fait, il me semble qu'elle veut récupérer un grimoire pour ressusciter son père. Alors qu'elle sait très bien qu'en récupérant ce grimoire-là, bah, ça va libérer ça va peut-être détruire le monde et créer un air sombre pour le monde. Mais vas-y, Zatanna est trop pris par les émotions, vas-y, je vais ressusciter mon père, je m'en fous. Donc ça, c'était pas ouf. Après, c'était cool de voir Small, de voir Clark, Oliver confronter Zatanna, etc. Après, j'ai pas tout aimé, quoi. Comme j'ai dit, je trouve que la Lois Chloé, ça marchait pas du tout. Lois qui est amoureuse de c'était quoi? C'était Chloé qui est amoureuse de Clark, en plus, c'était pas ouf. Clark a plus ses pouvoirs et qui a oublié qui il était, voilà, c'était un peu cheap. Donc, j'étais pas trop fan de l'épisode sur Zatanna, c'était encore un what if un peu bizarre, mais j'étais pas très fan non plus. Donc, il y avait ça. Et puis ensuite, on commence à arriver sur les derniers épisodes où du coup, tu as Davis. Et en fait, Davis, je trouve que c'est un personnage qui marchait bien, c'est que lui, c'est une giga réinvention de Doomsday, clairement. Mais tout le fait que tu aies Tess qui veut l'utiliser pour ses propres fins, ça c'était intéressant pour voir que Tess était le fait que Tess aussi se remette en question parce qu'elle apprend que Lex en fait l'avait observé depuis tout ce temps avec des caméras qui étaient sur ses yeux, etc. Donc elle se sent trahie, et donc elle essaie de se trouver un nouveau but dans ses objectifs en essayant de neutraliser Davis aussi. Et donc Davis c'est intéressant parce que Davis il est prêt à mourir parce qu'il sait que personne ne pourra tuer Doomsday.
Donc on ramène la prison de Kryptonite que Lionel avait faite en saison 7 pour piéger Clark dans cette saison 8 là pour que Davis accepte de mourir devant Chloé et que la Kryptonite le tue. Mais au final, ça va pas le tuer, ça va le rendre plus fort et ça va le ressusciter. Mais c'est un épisode qui marchait plutôt bien, où durant tout l'épisode, Chloé et Clark veulent tout faire pour essayer de sauver Davis, et que même si Clark déteste Davis, bah Clark est un homme bien, il veut pas que Davis meure. Et en vrai, Davis, c'est intéressant de voir Davis en tant que faux justicier, c'est que Davis c'est un peu l'inverse de Clark, parce que Davis, en plus de ça, bah Davis c'est un peu comme un vampire, il a besoin de tuer, de lâcher la bête une fois par jour et de tuer des gens pour que la bête soit tranquille, entre guillemets. Du coup, il y a ce côté vampirique où en gros il choisit de tuer des criminels. Donc Davis il fait que tuer des criminels tout le temps pour que la bête soit nourrie, mais il tue quand même des gens. Donc c'est un peu un justicier qui tue des gens. Et en plus il les enterre dans le lieu où Clark est arrivé sur Terre quand il était bébé, lui et Davis. Donc il y avait ça qui est intéressant. Donc c'est intéressant de le voir mourir à la fin et de revenir à la vie et tout. Donc il y avait ça. Il y avait un autre épisode qui a introduit un autre personnage iconique de l'univers de Superman qui est Bruno Mannheim. Épisode que j'ai trouvé très très fun, assez rigolo. Où du coup tu vois Lois se faire passer pour une super-héroïne qui s'appelle Stiletto. Et en fait, elle essaie de se faire passer pour une super-héroïne pour se faire une réputation et pour faire en sorte qu'elle puisse rencontrer du coup le fameux super-héros Superman en gros. Donc c'était très rigolo de voir ça, ça marchait assez bien et du coup on exploite aussi les skills de combat de Lois. Bon, Bruno Mannheim c'est le cliché du gangster, hein, ça marche, c'était normal quoi. Mais bon, après Bruno Mannheim en général, à moins que tu fasses une évolution cool à la Superman et Lois, c'est pas un méchant de fou, hein. Moi c'est un peu le Corleone de Superman quoi. Il y a pas intergang dans cette série et tout encore, donc voilà. Après par contre Jimmy il fait les pires choix. Hein. Jimmy, le mec depuis qu'il est plus avec Chloé, il se drogue. Il bosse dans un bar corrompu où il y a Mannheim qui est en train de le tabasser. Jimmy, sois pas con pour une fois, quoi. Il demande de l'argent à Oliver pour se droguer. Arrête, Jimmy, arrête. Wesh. What the fuck. Bref. Et ensuite, oui, t'as aussi le personnage du docteur Emil Hamilton qui est introduit de façon hyper random. Parce que du coup, dans cette saison, Chloé devient officiellement la Watchtower, donc la tour de guet. La tour de guet dans les comics, c'est la tour de guet où est positionnée la Justice League dans les comics, la tour de guet qui est située au-dessus de l'espace. Bon là, ils ont fait de Chloé la tour de guet, c'est elle qui monitore toute la Justice League. Et du coup, elle bosse avec le docteur Emil Hamilton, qui est un autre personnage scientifique de Star Labs iconique de Superman, qui est l'un des docteurs qui aide très très souvent Superman. Donc c'est vrai qu'il a été introduit de façon très très random dans cette saison. Et du coup, tu avais cet épisode plus extrêmement intéressant, où tu as Clark qui veut essayer d'envoyer du coup Davis à la zone fantôme. Il va tout faire pour battre Davis, mais pour pas le tuer. Et du coup, il y a ce moment-là assez fort en émotion qui marchait bien, où Chloé se sacrifie en éloignant Davis de Clark, en acceptant que Davis vive avec elle jusqu'à la fin de leur vie, entre guillemets. C'est que du coup, Chloé accepte de vivre une idylle avec Davis, loin de Smallville, parce que si Davis est proche de Smallville, ben Davis est destiné à tuer Clark et tuera Clark. Donc c'est intéressant de voir cette destinée-là, où du coup elle s'éloigne de Jimmy, elle s'éloigne de Clark. C'est vrai que je crois qu'il y avait tout un moment où elle avait oublié que Clark était Superman dans cette saison, et ça m'avait cassé les couilles, mais ça n'a pas duré longtemps ce délire-là aussi. Bon, ils adorent tourner en rond hein, dans Smallville. Et du coup c'est un sacrifice qui marchait bien, surtout qu'ensuite plus tard, du coup en fait elle avait vraiment fait ça pour sauver Clark, et en vérité elle aime pas Davis, et ça va avoir des conséquences très importantes sur la fin de cette saison 8. Tu as tout un épisode où tu as l'Injustice League, c'est clairement une référence à l'Injustice League, donc l'équipe de méta-humains de Tess Mercer qui pourchasse Doomsday durant tout l'épisode, mais Doomsday n'est pas dans l'épisode. C'est Doomsday tue des personnages hors champ, et comme Sam Witwer dans son contrat il devait pas être dans cet épisode là, bah il est pas dans l'épisode 21 du coup, donc ça c'était marrant de voir Doomsday c'est la menace mais il est pas présent dans l'épisode, donc ça c'était assez marrant. Mais du coup tu as cet épisode où Tess du coup lâche sa super équipe de méta-humains, où on retrouve le personnage de Plastique. On a le personnage de Parasite, autre ennemi iconique de Superman, bon qui pue un peu la merde dans Smallville, hein. C'est que Parasite, dans les comics, c'est un personnage qui est stylé, qui absorbe les pouvoirs de Superman, qui est une espèce de monstre violet un peu flippant. Bon là on en fait un mec basique avec une veste en cuir, qui confronte Superman 5 minutes et après on ne le revoit plus jamais de la série. Mais bon, ils ont fait Parasite quoi, c'est pas ouf, mais il était là. Et encore pire, ils ont introduit d'autres méchants de Superman comme Neutron, qui meurt hors champ. Bon après Neutron on s'en fout. Et le personnage de Livewire, Elektra en français, qui est aussi une antagoniste plutôt connue de Superman, qui elle aussi n'utilise jamais ses pouvoirs et meurt au milieu d'épisode. Tu fais tous les personnages de Superman qu'ils ont cramé alors que Clark n'est même pas Superman, quoi. Tu fais bon, bref, c'est Smallville. Mais c'était intéressant du coup de voir Tess qui est en fait une connasse et qui tue tous les gens qui ne lui obéissent pas, etc. C'était intéressant. Du coup, tu as ces méta-humains qui veulent se retourner contre elle et essayer de la tuer, mais Clark essaye de les raisonner, etc. Donc c'était intéressant. Et puis on a le dernier épisode où tu as la Justice League qui essaye de s'allier pour battre Doomsday, ce qui rappelle encore une fois là, le comic, c'est plus ou moins
une adaptation de la mort de Superman, encore une fois, parce qu'il y a Doomsday. Et la mort de Superman, du coup, dans la mort de Superman, bien pareil, tu as la Justice League qui se confronte à Doomsday, mais ils sont trop faibles par rapport à Doomsday, du coup c'est Superman lui-même qui va se confronter à Doomsday, et du coup les deux vont mourir dans leur combat, et ensuite Peter Superman va ressusciter et va avoir un costume noir. Donc là ils ont un peu fait une grosse réadaptation de ça, c'est-à-dire que t'as le Cosmic Boy, je crois, de la Légion qui dit à Clark que son avenir a disparu, et qu'en fait là Clark dans ma timeline, en fait tu vas mourir. Donc là, Doomsday va te tuer, donc il faut que tu réussisses à altérer la timeline de façon à ce que tu meurs pas, parce que si tu meurs toi, bah même moi je vais disparaître dans ma timeline. Donc quand on te dit qu'il y a un univers où Clark se fait tuer par Doomsday, tu as Oliver Queen qui trahit Clark et qui va s'allier avec Flash, Impulse, je sais même pas pourquoi ils ont pas fait Barry Allen, mais ils ont fait Bart Allen, je sais pas pourquoi, et Black Canary, ils s'allient donc avec la Justice League pour affronter Doomsday, pour kidnapper Davis et pour essayer de l'affronter. Ils ressuscitent cette kryptonite de merde là qui était responsable d'un épisode de merde de Smallville, la kryptonite noire qui comme quoi sépare les personnalités en deux, la personnalité humaine, la personnalité kryptonienne, ça n'a aucun putain de sens. Mais du coup ils vont utiliser ce truc là, après ça reste quand même malin d'utiliser un MacGuffin des précédentes saisons pour battre Doomsday. Du coup ça va séparer Davis et Doomsday, du coup ils vont utiliser ce truc là pour séparer les deux, et donc du coup t'as Doomsday qui va complètement marave, bon hors champ malheureusement, la Justice League, ce qui est assez décevant, et ensuite tu as cette confrontation finale entre Clark et Doomsday, où ils s'affrontent vite fait à Metropolis. Bon malheureusement ils ont pas le budget. Bon après c'était cool de voir Clark avoir une scène d'action directe à Metropolis où il recevait une petite fille et tout, ça faisait très Superman comme délire, donc ça marchait bien. Mais malheureusement, et c'est quand même décevant parce que Doomsday c'est un peu le méchant de toute cette saison, malheureusement ils n'ont pas le budget pour faire un gros combat dantesque entre Doomsday et Clark, donc malheureusement le combat il dure pas longtemps, et à la fin tu as Clark qui va enfermer Doomsday dans une zone souterraine. Et voilà quoi, comme ça Doomsday, on peut pas le tuer parce que c'est Doomsday, faut pas déconner, mais Doomsday il est coincé, il sera coincé durant des années, et il reviendra quand ils feront la mort de Superman dans la timeline de Smallville, quoi, donc voilà. Donc Doomsday, en vrai c'est un peu décevant, surtout que je trouvais qu'il avait un bon design et tout, malgré que ce soit des prothèses et tout, et ensuite du coup, tu as le fameux moment où Jimmy découvre enfin que Clark est le fameux héros dont il savait qu'il était. Donc avant de mourir, Jimmy va savoir que Clark est le héros, et Jimmy du coup va mourir en savoir qu'il avait raison totalement. Il va mourir en sachant que Chloé l'aimait, et les deux étaient sur le point de se rabibocher ensemble en plus. En plus, il laisse un héritage à Chloé avec cette tour de guet que Chloé va utiliser dans les autres saisons aussi. Et là, boum, t'as le Clark est tellement un bon gars qu'il demande à Jimmy de protéger Davis, alors que Davis c'était un peu son rival amoureux durant toute la saison. Et Davis, quand Davis voit que Chloé lui a menti depuis le début, bah tue Jimmy par jalousie. Bon, Jimmy va quand même réussir à tuer Davis quand même par héroïsme. Donc Jimmy meurt en héros en se sacrifiant, en battant du coup Davis. Du coup Jimmy meurt. Du coup Jimmy meurt à cause des choix de Clark, à cause de l'altruisme de Clark du coup. Et du coup c'est une séquence qui est là pour montrer que Oliver avait peut-être au final raison. Et du coup, on remplace la mort de Superman par la mort de Jimmy, et c'est la mort de Jimmy qui va reconvertir Superman en Superman noir, donc avec le costume qu'il a après la mort du Superman, où il va être habillé en noir durant toute la saison 9, mais ça on en parlera quand on sera sur la saison 9 du coup. Donc voilà, du coup Jimmy meurt, du coup on découvre qu'en fait c'était pas le vrai Jimmy, parce que bien sûr, oui en vrai j'imagine les gens qui ont regardé Smallville à l'époque, on tue Jimmy Olsen, alors que Jimmy Olsen pareil c'est comme Lex Luthor. C'est un personnage iconique de la mythologie de Superman, tu tues pas Jimmy Olsen avant la fin de la série, quoi, tu le tues pas, genre ça n'a pas de sens. Mais bref, ils l'ont tué, et on découvre qu'en fait non, en fait Jimmy il a un petit frère qui est roux avec des taches de rousseur, on lui donne l'appareil photo de son frère, et lui aussi il s'appelle Jimmy James, tu vois. Donc je fais, ah bah voilà, ça c'est le vrai Jimmy du coup. Donc voilà, c'est Smallville, on va dire, c'est Smallville. Mais voilà, la saison se finit, Tess, pour des raisons qui m'échappent complètement, se dit bah vas-y, il y a des voix, l'orbe me parle, et donc vas-y, l'orbe me dit que si je libère un truc de Krypton, ça va sauver le monde, alors qu'à chaque fois qu'il y a un truc de Krypton qui débarque dans Smallville, ça fout le monde en l'air, et bien sûr, bah, comme elle est conne, elle va libérer le truc, et à la fin du coup tu as Zod qui débarque et qui sera l'antagoniste de la saison 9 du coup, et puis à la fin, Clark abandonne son identité de Clark Kent et devient juste le flou. L'homme flou, je sais plus c'est quoi son identité de héros, et donc voilà, et donc Chloé est en deuil, et donc du coup Lois a disparu, Lois s'est fait téléporter par la bague de la Légion, donc est-ce qu'on verra Lois dans l'univers du futur? Je pense pas parce qu'ils n'ont pas le budget, mais on verra quand est-ce qu'on reverra Lois, du coup, qu'est-ce qui est arrivé à Lois, du coup, et du coup ainsi cette saison 8, bah comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé cette saison 8, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait plus Lex, Brainiac, etc., ils ont quand même réussi à rendre la présence de Lex palpable, en le mentionnant perpétuellement, en faisant en sorte que sa présence soit complètement ressentie durant toute la saison, alors qu'au final, on voit son crâne vite fait, et on voit une doublure de lui dans un épisode.
Donc ils ont quand même réussi à faire de Lex un antagoniste important malgré l'absence de l'acteur dans cette saison. Ils ont quand même réussi à rendre Brainiac important sans que l'acteur soit là non plus. Ils ont quand même réussi à créer un bon méchant plutôt bien écrit, plutôt intéressant en termes de parallèle avec Davis et Sam Witwer du coup Doomsday. Ça marchait plutôt bien. Toute la partie avec Jimmy, il y avait des fillers qui marchaient assez bien. On fait évoluer l'univers d'ici avec Zatanna, la Legion of Doom, etc. L'univers du Superman avec Dan Turpin, Bruno Mannheim, etc. Toyman. Donc il y avait des bons épisodes. Oliver a été étoffé. Donc je trouve que Lois surtout, je trouve que Lois a une très bonne alchimie et Lois porte vraiment cette saison 8. Donc honnêtement, l'enchaînement saison 7 et 8 m'a plutôt fait plaisir. Je trouve que les saisons 5 à 8 c'est vraiment le point fort de la série. Et j'ai l'impression, surtout que je sais que la saison 9 c'est la saison que j'ai vue quand j'étais gosse avec Metallo, avec la Justice Society, etc. Je pense que la saison 9 je vais prendre mon pied. Et honnêtement, contrairement à beaucoup de gens qui disent que les meilleures saisons de Smallville ce sont les premières saisons, je kiffe la saison 8, c'est la saison où j'ai le moins avancé. Genre j'ai vraiment apprécié les 22 épisodes. De 3-4 que j'ai pas aimé, mais étonnamment, Smallville m'avait tellement gonflé dans les premières saisons que les dernières, étonnamment, j'ai plutôt kiffé, quoi. Donc ça m'a surpris. Et donc honnêtement, j'ai hâte, pour une fois, puisque j'avoue, il y avait des saisons, j'avais pas la force de continuer, mais pour une fois, j'ai envie de terminer la série, j'ai envie de mater la saison 9 et 10, et du coup la prochaine fois on parlera de la fin de la série, je vous parlerai de la saison 9 de la saison 10, je vous parlerai aussi de la saison 11 en comics, que je vais essayer de regarder aussi, la saison 11 qui avait été faite en comics à l'époque, et on va un petit peu parler de l'avenir de Smallville aussi, qui est possible par rapport à ce qui s'est fait après la série, et ce qui pourrait peut-être se faire, selon certains dire. Ma batterie s'est arrêtée, donc je continue comme ça, je vais terminer cette review en disant que j'étais plutôt satisfait. Et donc, n'hésitez pas, à me donner votre avis sur Smallville et sur ces saisons-là. Et puis on se retrouvera du coup pour la critique finale de la série sur les saisons 9 à 10. Et donc on se retrouve pour la critique finale de Smallville une fois que j'aurai vu les saisons 9 et 10. Et d'ici là, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.